Alors, bonjour à tous et bienvenue, alors non pas cette fois-ci à la médiathèque Elsa Triolet et Aragon d'Argenteuil comme ça aurait dû normalement être le cas, mais bienvenue chez moi pour cette deuxième rencontre de notre cycle Penser la société. Alors, Penser la société, c'est un cycle de rencontres autour des sciences sociales. Si tout se passe bien, il y aura 4 rencontres en tout au cours de la saison 2020-2021. Et il y avait déjà eu donc une première rencontre au mois de septembre. C'était avec la sociologue Frédérique Giraud pour le livre Enfance de classe. Et on parlait des enfants, d'éducation et de classe sociale. Et si ce sujet vous intéresse, vous pouvez revoir la rencontre puisque le jour même, elle avait été filmée. Et donc, vous la retrouvez en intégralité dans la rubrique vidéo de notre page Facebook. Aujourd'hui, donc, pour cette deuxième rencontre, ça va être un peu particulier puisque, comme vous le savez, confinement et mesures sanitaires obligent. Nous n'avons pas pu faire la rencontre à la médiathèque Elsa Triolet et Aragon comme ça aurait dû être normalement le cas en public. Donc, nous nous sommes adaptés et ce sera une rencontre en vidéo par Zoom que nous enregistrons en amont et que nous allons diffuser sur la page Facebook de la médiathèque à partir du samedi 21 novembre 15h, heure et jour normal de la rencontre au départ. Donc, pour ce deuxième volet, nous allons parler cette fois-ci de travail et d'ubérisation du travail, et ce sera en compagnie de Jules Salé. Jules Salé, bonjour. Bonjour. Alors, Jules Salé, vous avez sorti au mois de mai 2020, donc cette année, un livre qui s'appelle Dans l'exploitation à la cool, dans l'enfer de la livraison à vélo. Et c'est le livre que voici, couverture flash reconnaissable, tout le monde s'en souviendra. Si vous voulez l'emprunter, le réserver à la médiathèque par la suite, n'hésitez pas. Et donc ce livre, c'est un témoignage en fait, puisque vous y racontez votre expérience en tant que coursier pour des entreprises de livraison de repas à domicile. Alors, avant de vous questionner et d'entrer dans le vif du sujet, même si je sais qu'aujourd'hui, quand on parle d'ubérisation, tout le monde situe, tout le monde voit de quoi il s'agit, je vais quand même commencer par donner une définition de l'ubérisation. Comme ça, on partira sur des bases claires pour tout le monde. Donc, en fait, l'ubérisation, c'est un modèle économique. Ça s'est développé grâce aux nouvelles technologies. Et c'est un modèle économique donc, dans lequel des entreprises vont passer par des plateformes numériques pour mettre en lien des travailleurs, ou on pourrait dire aussi des prestataires de services, puisque c'est des gens qui offrent un service. Et donc, ils les mettent en lien avec des clients qui, eux, sont demandeurs de ces services. Et ces entreprises se rémunèrent en prenant un pourcentage ou une commission sur la mise en relation client-travailleur. Et c'est un terme qui est un néologisme qui a commencé à être utilisé en 2014 et comme chacun sait, qui est tiré du nom de la société Uber, hein, qui est une société de chauffeurs VTC, VTC voulant dire voiture de transport avec chauffeur. Et le problème de ces VTC, c'est que pour un client, ça revient bien moins cher qu'un taxi normal. Et ces chauffeurs-là peuvent circuler sans licence professionnelle, contrairement aux taxis. Et donc, de nombreux taxis à l'époque avaient protesté et avaient manifesté parce qu'ils considéraient que les Uber représentaient une concurrence déloyale. Et fin 2016, notamment, en France, dans toutes les grandes villes de France, il y avait eu de nombreuses manifestations des chauffeurs de taxi et qui avait été largement relayé par les médias. Donc ça, c'était fin 2016 et aujourd'hui, on est en 2020 et force est de constater que non seulement l'utilisation des chauffeurs Uber ou autres types ou autres chauffeurs de ce même type d'entreprise est largement entrée dans les mœurs, mais qu'en plus, d'autres activités depuis se sont ubérisées ou sont en train de s'ubériser. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement avec vous du cas des livreurs à vélo, mais on pourrait citer d'autres types d'activités qui s'ubérisent, comme des entreprises qui proposent des services de femmes de ménage, ou le cas de l'hôtellerie avec des plateformes comme Airbnb qui entrent aussi globalement dans les mœurs et qui changent nos habitudes d'hébergement pour des vacances ou des week-ends. Voilà. Donc, c'en est fini de ma longue introduction. Et maintenant, je vais vous demander pour commencer si vous pouviez simplement lire les premières pages de votre livre pour donner un aperçu aux auditeurs. D'accord.
Bonjour à tous, merci pour l'introduction très claire. Voilà, le livre s'appelle L'exploitation à la cool dans l'affaire de la livraison à vélo. Chapitre 1. Et Dieu créa la livraison. Open space de 400 mètres carrés en plein marais. Baby-foot, panier de fruits, canapé, bar cafétéria. Je participe à une réunion d'information pour devenir livreur à vélo chez Frishti, la nouvelle start-up de livraison de repas sur Paris. Avec moi, une vingtaine de mecs entre 20 et 35 ans. 12 noirs, 7 marrons, 1 blanc. Plus ou moins le même style, survêtements, sacoches, casquettes, maillots de foot, doudoune. On déambule comme une meute ébahie au milieu des employés de la boîte, dans ce qui ressemble plus à une salle de jeu qu'à un bureau. Posés sur des canapés design, à moitié allongés mais pas trop, en tailleur façon yoga, d'autres jeunes de notre âge, quasiment tous blancs, un MacBook dernier cri en main, tous très stylés, avec les dernières fringues branchées sur le dos, des hipsters dans toute leur splendeur, nous regardent passer. Nous sommes conduits dans un bocal, entassés sur des tabourets. Collés les uns aux autres, pas un verre d'eau, on attend. De l'autre côté de la porte vitrée, les gagnants de la transition numérique, ceux qui maîtrisent les nouveaux codes de la Startup Nation, ceux qui côtoient le baby-foot sans pouvoir y jouer, ceux qui ont fait des études de marketing, d'informatique ou de digital networking, nous observent du coin de l'œil. Autour de moi, principalement des immigrés, des fils d'immigrés, des gens qui parlent à peine français, des gens dont le marché du travail ne veut pas, des blédards. Un formateur nous parle de Frishti. Il explique à Mamadou comment dire bonjour quand il livrera sa salade de carottes râpées. Présentez-vous. Mamadou Sissoko. Non, on dit bonjour, je m'appelle Mamadou Sissoko. Malaise. Des gars comme Mamadou, Frishti en recrute à tour de bras, sous le statut de micro-entrepreneur, 20 fois plus que ce dont ils ont besoin. Mais ça ne leur coûte rien, et ça leur permet d'être sûrs d'avoir de la main-d'œuvre en permanence. Pourtant, une fois la réunion d'information finie, on n'est pas embauché pour autant. Pour pouvoir travailler, il faut s'inscrire sur un créneau, un shift. La concurrence commence entre nous. Le jeudi à 15 heures précises, on doit se battre virtuellement sur un site internet. Cliquez sur les shifts pour réserver une place. Nous sommes probablement des centaines à cliquer partout dans l'espoir d'avoir du boulot. Le serveur sature, le site bug. En 3 minutes, tout est complet. J'ai obtenu 2 shifts de 3 heures à l'autre bout de la ville. Seulement 6 heures de travail pour la semaine prochaine, alors que j'en voulais une trentaine. Au mieux, je vais gagner 60 €. Merci pour cette lecture. Plaisir. Du coup, quand est-ce que vous avez commencé exactement la livraison à vélo? Alors du coup, j'ai commencé en mai 2018. En mai 2018. D'accord. 2 ans avant la sortie du livre, en fait. Non, 1 an avant la sortie du livre. Du coup, c'était mai 2019, pardon. Voilà, c'était 1 an pile avant la sortie du livre. Voilà. D'accord. Mai 2019. Ouais. Et alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu qu'est-ce qui vous a mené finalement à commencer là-dedans? Oui, bah alors en fait, je cherchais du travail parce que je fais pas mal de petits boulots. En fait, moi, j'ai une pratique artistique en fait depuis une dizaine d'années. En fait, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai fait des films, des spectacles, j'ai écrit des pièces de théâtre. Et avec tout ça, je gagne pas vraiment ma vie, enfin de temps en temps, quoi. Et du coup, j'ai quasiment en permanence des petits boulots à côté, quoi. Donc voilà, j'ai fait secrétaire, j'ai travaillé à Franprix, j'ai fait hôte d'accueil. J'ai fait divers boulots comme ça, quoi. Et souvent, ça dure pas très longtemps parce que, bon, voilà, ce genre de boulot finit souvent par lasser quand même. Et du coup, j'étais dans un moment où j'avais peu de boulot et je cherchais du boulot et je postulais pour être barman, pour être serveur dans des bars. Et en fait, je voyais tous ces mecs qui livraient, des repas sur leur vélo. Et en fait, moi, j'essayais de trouver un boulot dans un bar ou dans un café et j'arrivais pas à trouver. Tout le monde personne ne me rappelait. Et je me suis dit, mais pendant que moi, je fais le tour du quartier, aller voir tous les bars avec mes CV et tout, et ben, ces mecs-là, ils bossent en fait. Ils attendent pas qu'un employeur leur réponde et ça a l'air facile. Enfin, ça a l'air faisable, quoi.
Et du coup, j'ai commencé à parler à un gars qui était avec son vélo devant un McDo. Et je lui dis, ouais, ça se passe comment ton boulot? Et il me dit, ouais, moi ça se passe trop bien, je bosse quand je veux, j'ai pas de patron, je gagne plus de 10 euros de l'heure. Je sais pas, il me dit, oui, en 3 heures, je gagne 50 euros. Voilà, je bosse à l'heure que je veux. Et en fait, genre, je tombe un peu dans ce mythe de l'ubérisation, de la liberté, de la facilité, de gagner de l'argent assez rapidement, parce que tous ces entreprises proposent, par exemple, chez Frishti, je crois, ils disaient, j'ai gagné jusqu'à 120 euros par jour. Donc, il y a une espèce de fantasme comme ça, de gagner de l'argent facilement, rapidement, en faisant un boulot qui nous plaît. Et, euh, et donc, voilà. Et il se trouve qu'en fait, à ce moment-là, j'avais besoin de particulièrement gagner de l'argent parce que je voulais partir de Paris aussi. Et je voulais acheter une voiture. Et du coup, j'avais besoin d'argent pour passer mon permis et pour acheter une voiture. Donc, j'avais mis un peu de côté mes activités artistiques et j'étais prêt à travailler à temps plein dans quelque chose. Et c'est pour ça que je cherchais un boulot aussi dans lequel on puisse travailler 7 jours sur 7. Et c'est ce que proposent ces plateformes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 35 heures. Si on veut bosser, voilà, si on veut vraiment que gagner de l'argent pendant 2 mois, en théorie, on peut faire que ça. Donc c'est un peu un rêve de capitaliste, quoi, de dire voilà, je vais gagner autant d'argent que possible pendant une durée la plus courte possible en travaillant un maximum. Et donc je suis tombé dans ce panneau de l'ubérisation, quoi. Mm. Et finalement, ça s'est pas vraiment passé comme vous l'imaginiez au début. Bah non, il se trouve qu'en fait, il y a eu une grosse évolution sur les livreurs à vélo. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, au début de l'activité des livreurs à vélo, donc c'était peut-être 5 ans avant que moi je m'inscrive, il y avait une sorte de début d'Eldorado où les courses étaient vraiment bien payées, où en fait toutes les plateformes qui arrivaient sur le marché faisaient des appels pour recruter des livreurs. Ils payaient vraiment bien les gens, à perte hein, d'ailleurs, hein. Et du coup, au début, c'était un peu comme ça. Mais en fait, plus ça va, et c'est encore en train de continuer, hein, plus il y a de gens qui s'inscrivent. Et plus il y a de gens qui s'inscrivent, plus ils se permettent de baisser les rémunérations, déjà. Et surtout, moins il y a de boulot, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas de boulot garanti. Et du coup, moi, quand je me suis inscrit, en gros, l'âge d'or de livreur était déjà passé, apparemment. Et du coup, on était vraiment en sureffectif partout. Et c'est ce que j'explique là dans le passage que je viens de lire. Voilà, moi j'arrivais à bosser 6 heures alors que c'était pas du tout ce que je voulais. Moi j'étais prêt à bosser plus de 35 heures et comme je vous ai dit, je voulais même bosser 50 heures ou je sais pas, moi je voulais faire que ça quoi. Et du coup, bah, j'ai pu bosser que 6 heures et même dans ces 6 heures, je gagnais pas plus que 10 euros de l'heure. Donc c'était pas génial. Et après, il y a eu toutes les déconvenues, voilà, par rapport à la surveillance, on en parlera peut-être après, mais il y a toutes les déconvenues du côté obscur du travail dont on ne se rend pas compte au début quand on voit juste l'affiche, quand on parle avec un type 5 minutes, quoi. Ouais. Oui, mais on va revenir sur tous ces points effectivement qui Ouais. coincent Mm. sur ce statut de travail. Et simplement pour bien comprendre, donc vous avez d'abord travaillé pour une entreprise qui s'appelle Frishti. Après, Ouais. vous avez travaillé pour Deliveroo, puis vous avez retravaillé pour Frishti ensuite, c'est ça? Alors en fait, on peut, et beaucoup de livreurs font ça, hein, on cumule, comme on n'arrive pas à avoir suffisamment de boulot sur une seule plateforme, on cumule plusieurs plateformes, quoi. Donc moi, je travaillais chez Frishti et chez Deliveroo en même temps, en fait, D'accord. alternativement, quoi. Mais il y en a, dans la même journée, ils vont livrer un coup Frishti, un coup Uber Eats, un coup Deliveroo. En fait, on essaye d'avoir le plus de boulot possible et on essaie de cumuler dans notre agenda le plus de créneaux possible. Et du coup, je travaillais un coup chacun, quoi. Ça dépendait des jours, ça dépendait des créneaux que j'arrivais à avoir. D'accord. Mm. Et aujourd'hui, vous travaillez encore en tant que livreur? Alors non, là, j'ai pas livré depuis un moment. J'ai livré pendant le premier confinement parce Ouais, qu'en fait, depuis, j'ai réussi à développer une activité d'atelier cinéma pour les adolescents. Donc c'est d'accord. une activité que j'avais mis en place il y a un moment, mais ça prend vraiment du temps à décoller, dans les bibliothèques d'ailleurs, dans les médiathèques. Je fais des ateliers avec les smartphones pour leur apprendre à faire du montage sur les téléphones. D'accord. Voilà. Donc, c'est une activité que j'avais développée il y a pas mal de temps, mais qui a mis pas mal de temps à décoller. Et là, ça commence un peu à décoller, donc j'arrive à peu près à en vivre. Et pendant le premier confinement, par contre, tout avait été annulé et j'avais reçu aucun dédommagement. Là, ça a été annulé aussi pendant le deuxième confinement, mais je suis dédommagé. Mais la première fois, j'avais reçu aucun dédommagement et du coup, j'étais retourné livrer. D'accord. Et là, ces dédommagements vous permettent de ne pas reprendre Bah, cet Bah ouais, de pouvoir éviter de reprendre cette activité, quoi. Parce que c'est un emploi. Ouais. peu ouais, c'est un peu ce que j'essaie d'éviter, quoi. Alors je dis que ça me pourrait m'arriver un jour de recommencer.
Mais si je peux éviter, j'évite, quoi, quand même. D'accord. Et du coup, alors, au départ, ce livre, c'est simplement un texte que vous avez écrit en fait sur votre page Facebook, c'est ça? Il y avait un seul long texte que vous avez publié sur votre Facebook et qui a eu beaucoup de répercussions. Il s'est passé quoi en fait? Qu'est-ce que vous aviez en tête en écrivant ce texte-là et qu'est-ce qui s'est passé après? Ouais, bah c'est vrai que c'est une histoire assez intéressante. Enfin, qui est assez rare, quoi, je sais pas. Et en fait, bah, du coup, en fait, j'avais bossé chez Frishti et en fait, il m'était arrivé des trucs, des anecdotes qui se sont passées devant mes yeux en fait quand j'ai bossé chez Frishti. Et puis c'était vraiment cette première image, à ce clivage dans le bureau de chez Frishti entre d'un côté voilà les hipsters et de l'autre les blédards. C'est ce que j'ai de décrire vraiment cette espèce de ségrégation sociale et presque ethnique entre deux jeunesses quoi, qui sont des gens du même âge. Cette première image, ça m'avait vraiment marqué. Et après, il y a une autre image qui se passe aussi au début du bouquin où je parle où justement il y a, parce que j'avais ce mot blédard en tête qui n'arrêtait pas de me revenir, mais bon voilà, moi comme je suis blanc, enfin c'est quelque chose que je n'assumais pas forcément comme mot. Et en fait, dans un centre de Frishti, il y a un manager qui a utilisé ce mot pour parler des autres en disant, parce qu'en gros, il y en a un enfin, en gros, il y a quelqu'un qui pisse à côté des toilettes. Et le manager dit, voilà, ça c'est depuis qu'il n'y a que des blédards. Il dit quand il y avait des Français avant, c'était pas comme ça. Et genre, moi j'étais le seul blanc là-dedans. Et en fait, je suis devant cette scène. Et vraiment, je me dis, il y a un truc à raconter, quoi. Entre ce début, cette espèce de clivage, et puis cette scène du mec qui dit le mot blédard devant des gens qui étaient que des gens de couleur, quoi, à part moi. Et genre, je suis rentré chez moi et j'avais vraiment besoin de raconter cette histoire, en fait. Je me dis, il y avait vraiment un truc à raconter en dehors de la portée politique et sociale qui était évidente. Il y avait vraiment quelque chose de l'ordre d'une anecdote à raconter, quoi. Une histoire, quoi. Et du coup, j'ai écrit cette histoire sur un fichier Word. Enfin, j'ai même pas écrit sur Facebook à la base. J'avais une pratique de l'écriture, mais plus de l'ordre pour écrire des spectacles ou des films. Enfin, j'avais jamais publié aucun texte sur Facebook, hein. Et du coup, j'écris ce texte et je l'envoie à une amie et elle me dit ah, mais c'est génial, faut absolument que tu le mettes sur Facebook. J'étais là, genre, ouais, je sais pas trop. Et en fait, je me suis dit, voilà, si je le mets sur Facebook, il n'y a que mes amis qui vont lire. En fait, c'était hyper long pour un texte Facebook. Et en plus, c'était très spécifique aux livreurs à vélo, moi, je trouvais. Et du coup, je l'ai mis dans un. Il y a des groupes Facebook réservés aux livreurs à vélo où on parle voilà, de nos expériences de livreurs, on se donne des conseils, ce genre de trucs. Il y en a qui témoignent un peu, qui racontent leur journée, des trucs comme ça, quoi. Et du coup, moi, je poste mon texte dans ce groupe, qui est un groupe fermé pour les livreurs à vélo, quoi. Et en fait, il se trouve que dans ce groupe, ça a déjà créé une sorte de petite émulation. Et il y a des mecs de ce groupe qui l'ont partagé sur leur réseau. Et en fait, ça a été partagé, 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 partagé. Et je crois qu'il y a à peu près 100 000 personnes qui l'ont lu, quoi, ce D'accord. texte. Ouais. Ah oui, Et ça genre, a vraiment eu un gros retentissement. ça a eu un énorme retentissement. J'ai croisé des gens que je connaissais pas qui l'avaient lu. Enfin, il y a plein de gens qui l'ont. Il y a eu tous les médias qui m'ont appelé. Il y a eu Libération, il y a eu RTL, il y a eu Il y a eu France Culture aussi, non? Vous étiez France passé sur France Culture. Culture? Voilà, je suis passé sur France Culture. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé. Alors, moi, j'ai reçu beaucoup de messages. Le texte a été traduit en anglais. Il a été partagé aux États-Unis. J'ai reçu des milliers de messages de gens et tout, et moi je ne m'attendais pas du tout. Et dans tous ces messages, il y a une agent littéraire qui m'a contacté en me disant j'aime beaucoup votre manière d'écrire, et vous tenez un sujet entre les mains, est-ce que vous voulez écrire un livre? Et j'ai dit oui. D'accord. Mm. Ouais. Et donc, c'était la première fois que vous vous lanciez dans un type d'écriture pour un livre, quoi. Ouais, Comme vous disiez, clairement. vous écrivez déjà un peu, mais pour d'autres projets. Voilà, bah, ça fait 10 ans que moi j'ai des cahiers où je prends des notes, quoi. J'écris des trucs, mais c'est plus des idées ou des idées de films ou des idées de spectacles ou des Mm. idées de la poésie, des choses comme ça. Mais j'ai jamais fait lire des textes, j'ai jamais publié de textes. Et du coup, ouais, c'était la première fois que je devais écrire un livre en entier de 200 pages. C'était un peu flippant. Et puis il y a toute une technique de l'écriture que je connaissais pas. Donc heureusement, j'étais accompagné pendant tout le travail par cette personne qui m'a contacté au début, qui m'a vraiment transmis les bases de la technique d'écriture, quoi. Et donc non, j'avais jamais fait ça. Donc j'ai dû écrire 30 pages.
Donc déjà, c'était long. Et puis au début, je voulais pas vraiment, en fait, parce que moi, j'avais prévu autre chose, en fait. J'avais déjà trouvé un autre D'accord. boulot. J'avais déjà changé de boulot. Je voulais faire réparateur à vélo. Enfin, réparateur de vélo, à vélo notamment. Enfin, je répare des vélos chez les gens, en fait. Et du D'accord. coup, j'avais trouvé ce boulot et moi, ça m'allait bien. Et du coup, cet agent, elle m'a dit, non, non, mais enfin, elle m'a dit, tu écris 30 pages et tu seras publié. Et moi, je ne savais pas trop qui était cette femme. Moi, elle avait un certain CV et tout, mais pour moi, c'est tant que je ne suis pas publié, je ne suis pas publié, donc il n'y avait rien de sûr, quoi. Et du coup, Mhm. et écrire 30 pages, c'est quand même du boulot, quoi. Et du coup, ça m'embêtait un peu, je ne savais pas trop. Je dis, bon, c'est quand même une occasion. Et du coup, je me suis quand même enfermé pendant un mois pour écrire ces 30 premières pages, sans être sûr que ça allait être publié ou pas. Et en n'ayant jamais écrit en plus, quoi. Donc, du coup, je me retrouvais face à une technique que je maîtrisais pas. Mais voilà, j'ai pris énormément de plaisir. J'ai écrit plein de trucs que j'avais déjà dans la tête. Et du coup, j'ai écrit ces 30 pages et m'a trouvé un premier rendez-vous chez un éditeur, chez Stock. Et je parlais à l'éditrice et ça l'a fait. Mais enfin, votre écriture marche assez bien. Et puis, il y a une chose notamment qui m'a marqué, c'est que c'est écrit au présent. Et du coup, on est vraiment embarqué avec vous en fait quand vous décrivez une scène, vous racontez par exemple plusieurs passages où vous êtes sur votre vélo dans le trafic parisien, c'est super dangereux, vous prenez des risques et puis tout est écrit au présent, donc en fait on est vraiment avec vous sur le vélo Mm. et ce mode d'écriture fonctionne bien sur ce Mm. livre. Bah, c'était Et, toute la pratique d'écriture, c'est qu'en fait, je livrais en même temps, quoi. C'est-à-dire ouais, que là, je me suis enfermé, mais en fait, j'allais quand même livrer. Et en fait, je livrais, et pendant que je livrais, je prenais des notes, je m'arrêtais, je parlais à mon téléphone, et du coup, je racontais vraiment au présent ce qui m'est arrivé, quoi. C'est pour ça qu'il y a d'accord, ce mouvement dans le livre. En fait, je suis tout le temps, j'ai écrit en roulant, en fait, ce bouquin, quoi. d'accord. J'écrivais en roulant, et après, quand je rentrais chez moi, je reprenais les notes et je réécrivais au présent pour garder, ouais, cette dynamique du mouvement du vélo, quoi, de la ville, du bruit, des gens. Ah bah ça vient de là, bah, c'est bien resté, c'est intéressant. Merci. Et il y a une chose que je me demandais parce que dans le livre, vous citez vraiment ouvertement les noms de Frischti et Deliveroo, donc les deux entreprises pour lesquelles vous avez travaillé. Mm. Est-ce que au moment de l'écriture, ça vous a fait douter de vous dire je vais les citer ouvertement? Et est-ce que une fois que le livre est paru, il y a eu des retombées en fait, ou est-ce que vous avez eu de la pression, ou qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors en fait, déjà le premier article avait fait beaucoup de bruit et je citais déjà Frischti en fait dans cet article-là. Et là, oui, ça a fait. Là, il y a eu Frischti a fait un. Il y a eu beaucoup de gens qui ont notifié Frischti sur les réseaux sociaux. Alors, je sais pas comment ils font, mais en fait, ils ont sous mon texte, ils ont envoyé mon texte. Il y a beaucoup de gens qui ont envoyé mon texte à Frischti, genre ils ont été harcelés avec mon texte en fait, où tout le monde leur renvoyait. Et du coup, ils ont fait un sort de démenti public où ils répondaient à tout le monde en disant que voilà leur version des faits, quoi, mais qu'il fallait prendre ça avec des pincettes, voilà. Et après, donc ils ont fait ça. Ils ont fait aussi un démenti sur RTL aussi. Ils ont parlé de mon texte. Et après, en fait, ils m'ont convoqué. Et ça, je le raconte dans le livre. Ils m'ont convoqué dès le premier jour où l'article est sorti. Ils m'ont envoyé un mail personnel en me disant on veut te rencontrer. Et ils ont essayé de me convoquer d'une manière aide-nous à améliorer la condition Oui, des voilà, c'était pas développeurs. des menaces non plus, c'était pas une convocation. C'était pas On des va vous menaces. licencier. C'était pas Non, ce. non, non, c'était Enfin, pas ça c'est parce que pas ça, présenté de cette manière-là, en tout cas. non, non, parce que ça, ils savaient que ça serait très mal vu pour eux, mais ils ont plutôt essayé de racheter ma caution en espérant que je dise ah, mais Frischti a fait des efforts, je les ai rencontrés, ou eux qui puissent se dire on a rencontré le livreur réfractaire qui a écrit le poste, on est en discussion avec lui. Donc ils essayaient plus d'intégrer cette critique en disant voilà, en voulant m'utiliser pour dire qu'ils font des efforts pour l'amélioration des conditions de travail. Donc ils ont essayé de faire ça. Moi, j'ai accepté uniquement pour pouvoir le raconter dans le livre. Donc, dans le livre, je raconte cette scène où je rencontre le type de Frischti qui a mon âge. Et donc, il y a une espèce de miroir qui se joue, qui est hyper intéressant, je trouve, sur deux visions du monde qui se rencontrent, quoi, parce que voilà, c'est des gens qui sont, comme je dis, qui sont biberonnés
au capitalisme, à la croissance, à la productivité. Enfin, pour eux, voilà, tout est chiffres. Enfin, je leur parlais de lutte sociale, ça ne veut rien dire pour eux, en fait. Ils ne comprennent pas. Enfin, c'est pas le même langage, mais c'est intéressant quand même. Enfin, cette rencontre, je trouve, était hyper intéressante avec cette personne, qui est une personne qui a un bon fond, hein, qui est bienveillante et qui essaye vraiment de faire des choses. Mais c'est juste, c'est pas les mêmes mondes, quoi. Et du coup, voilà, ils ont essayé de faire ça, c'est intéressant. Et après, il y avait la question du procès. Donc ça qui était un peu compliqué, au sens où, de toute façon, pour le fait de dire Frischti ou pas, ou Deliveroo ou pas, de toute façon, apparemment, ça ne change rien, parce qu'il suffit légalement qu'on puisse reconnaître une entreprise ou une personne pour pouvoir faire un procès. Donc en fait, Oui, en fait, quand vous dites la question du procès, vous voulez dire la question que vous vous êtes posée de est-ce qu'il me ferait pas un procès quand le livre sera alors, sorti? moi, personnellement, bon, c'est le genre de choses auxquelles je connais pas bien, et donc je suis prêt à m'en foutre un peu, ou me disant, bon, on verra, quoi, enfin, je vais pas me limiter pour ça. Mais par contre, les éditeurs, eux, pas du tout, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, Frischti ou Deliveroo vont pas attaquer moi personnellement, parce que voilà, ils savent que je suis pas solvable ou quoi que ce soit. Mais par contre, attaquer une boîte comme Stock, qui en plus appartient à d'autres gens et tout, ça, c'est possible. Et du coup, j'ai eu un avocat chez Stock qui m'a beaucoup coupé des passages à partir du moment où c'était potentiellement diffamatoire et des passages sur lesquels j'avais pas des preuves précises de ce que j'avançais. Donc c'était intéressant parce que ça m'a fait refaire. En fait, c'était tout à la fin du livre et tout à la fin du livre, donc l'avocat intervient et il m'a repris, je sais pas, peut-être une quarantaine d'endroits. Et du coup, j'ai dû refaire une enquête à la fin du livre pour vérifier ces 40 faits que j'avance. Et il se trouve qu'il y en a 39 que j'ai réussi à prouver. Donc, il y en a un que j'ai pas réussi à prouver, que j'ai dû enlever. Et après, il y a des choses qui sont pas de l'ordre des faits, mais plus de l'ordre des points de vue. Il y a un moment, je parle d'esclavage, par exemple. Donc, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on prouve, enfin, qu'est-ce que c'est que l'esclavage? Comment est-ce qu'on peut dire que des gens sont des esclavagistes? Ça, c'est des choses qui sont pas évidentes à dire. Et donc, en fait, ça a été enlevé à certains endroits. Quand je parle, quand je suis trop près, quand je dis dans la même phrase Frischti et esclave, ça, l'avocat l'a enlevé. Mais par contre, des passages où je parle d'esclavage moderne, où c'est pas forcément lié directement à Frischti, ça, l'avocat l'a gardé. Oui, malgré tout, le livre n'a pas l'air édulcoré. Vous parlez quand même très ouvertement de tout ce Mm. que vous avez vu et vécu. Bah, je me suis beaucoup battu pour garder des choses que j'avais à dire. Ouais. D'accord. Et puis oui, on voit aussi que il y a énormément de moments où on voit que ce que vous racontez est sourcé parce qu'il y a beaucoup de références de bas de page Ouais. aussi. Ah ouais, bah, Vous référencez les émissions, les vidéos mm, YouTube. mm. Bah, ça, c'est pareil, c'est les éditeurs qui m'ont demandé de faire ça, et au final, je trouve que c'est bien. Pareil, à Ouais. la fin du bouquin, j'ai dû reprendre toutes mes sources, et du coup, tout est sourcé. Voilà, toutes les informations chiffrées, tout ce qui est de l'ordre des faits, en fait, sont sourcés, et tous les faits que moi j'apporte, personnellement, sont prouvés. Donc, chez l'avocat, il y a des preuves de tous les faits que j'apporte, quoi. Mm. D'accord. Et du coup, vous n'avez pas eu, après l'apparition du livre, il n'y a pas eu de retombée donc, de ces entreprises-là. Vous étiez inattaquable et Alors non, je suis pas, on n'est jamais inattaquable, hein, ils peuvent, hein. Alors, ce que disaient les éditeurs, c'est qu'ils disent que quand ça arrive, les entreprises attendent la fin de la vie commerciale du bouquin pour pas faire de la pub, et du coup, ils attaquent 5 ans plus tard, quoi. Donc, donc en théorie, je suis toujours sous la menace d'un procès. Après, je pense pas. Mais donc, oui, eux, oui, Frischti a évité d'en parler. Ils ont fait un tout petit démenti euh, dans un, dans un article. Ils ont parlé pendant 2 lignes de mon livre. C'est tout. Mais sinon, non, ils évitent d'en parler parce que évidemment, ça ferait de la oui, pub. ça vous ferait de la pub et ce serait Bah, contre-productif pour bah eux. oui, bah oui. D'accord. Très Mm. bien. Et il y a une autre chose qui m'a beaucoup amusée sur l'écriture du livre, c'est les carottes râpées. Parce Ah que ouais. les carottes râpées, c'est un plat qui revient, mais à chaque chapitre quasiment, il revient très Ouais. souvent. Mm. Et alors que ce soit que vous livriez des carottes râpées ou la conception des carottes râpées, comment est-ce qu'on fait pousser des carottes, comment est-ce qu'on râpe une carotte, c'est un plat qui Mm. revient beaucoup. C'était pour Ouais. faire une espèce de comique de répétition ou c'était pourquoi?
Alors, en fait, ouais, à la base, je trouvais que c'était parce que ça existe vraiment en fait. C'est pas vraiment des carottes râpées, mais c'est ce qu'ils appellent des pokéballs. C'est des espèces de plats dans lesquels il y a du riz et des carottes râpées notamment, et il peut y avoir d'autres choses. Donc, ça existe vraiment. Bah, c'est pas exactement comme ça. C'est un peu plus élaboré que des carottes râpées, Ouais. mais il y a quand même souvent. J'avais quand même ouvert un bocal une fois quand je livrais. Je suis pas dans le sac de livraison et j'ai vu qu'il y avait un bocal de carottes râpées. Et pour moi, je m'étais dit, autant enfin, se faire livrer un burger ou des frites qui sont quand même des trucs qui sont assez compliqués à faire. Enfin, il faut une friteuse, faut de l'huile, machin, ou se faire une pizza. Bon. Mais une carotte râpée, je trouvais que il y avait une sorte d'absurdité, quoi, parce que genre, il n'y a rien de plus simple à faire que de râper une carotte. Et je trouvais qu'il y avait vraiment une aberration à se faire livrer ce truc simple. Et aussi, ce que je trouvais drôle, c'était ce côté, voilà, on veut manger équilibré, ce côté se donner bonne conscience. Voilà, on utilise un service, on sait que c'est un peu limite, mais on va faire un petit effort, on va utiliser des carottes râpées. C'est un peu, ça modernise un peu la livraison de pizza, quoi. Je trouve que ça reflétait bien cette espèce de, cet air du temps dans lequel on est, où on va se faire livrer par un mec en vélo qui est sous-payé, mais on va faire attention à notre ligne, quoi. Donc, D'accord. donc je trouvais que c'était drôle. Et puis oui, ça revient un peu comme un comique de répétition tout le long. Ça revient comme un peu mon obsession quoi, de me balader avec des carottes râpées. Et effectivement, à la fin, j'en parle également. Ça conclut le livre. Ouais. Ouais, 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 ça fait une ouverture poétique un peu Ouais. inattendue. Ouais. Bon, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça se structure une journée de travail ou une semaine de travail quand on est livreur? Ok, alors en fait, bah, ça va dépendre des plateformes, mais par exemple chez Frishti, pour reprendre cet exemple-là, donc il faut une semaine avant, il faut qu'on réserve des créneaux donc, sur le site internet. Donc voilà, il faut cliquer au bon endroit pour avoir du boulot. Donc une fois qu'on a du boulot, parce que c'est vraiment pas pareil. Après, si vous voulez, je peux vous expliquer chez Deliveroo, mais en gros, la structure de la journée n'est pas du tout la même, quoi. Parce qu'en fait, chez D'accord. Frishti, le principe, c'est que quand on commence donc, notre shift, si on a eu un shift, je sais pas, de midi à 15 heures, et ben, à midi, on va dans ce qu'ils appellent un hub. Donc, c'est un genre de restaurant-boutique qui est à Pignon sur rue dans Paris. Ils en ont une vingtaine, je crois, une quinzaine. Donc, on se rend dans le hub. Quand on rentre dans le hub, c'est notre smartphone qui est automatiquement détecté par l'ordinateur. Et il y a un grand écran d'ordinateur sur lequel il y a marqué toutes les commandes des gens qui sont envoyés. Et du coup, c'est marqué aussi sur notre téléphone. Donc, ça dépend. Quand ça tourne vraiment, on va recevoir tout de suite des commandes. Et parfois, il n'y a rien. Donc, parfois, on va attendre, on va arriver, même on arrive au boulot à midi, et puis en fait, on bosse pas, quoi. Alors, on est payé quand même 5 euros de l'heure, mais bon, voilà, on va te payer Ah une oui, heure. il y a quand même un petit paiement à l'heure et pas, c'est pas que un paiement à la course chez Alors, chez Frichy. Frishti, oui, chez Deliveroo, non. Donc, c'est pour ça D'accord. que les deux systèmes sont pas pareils. Chez Oui, parce que Deliveroo, effectivement, vous avez en fait donc un créneau par exemple de 3 heures de travail. ouais, Vous n'avez pas de travail forcément tout de suite automatiquement. En fait, c'est pas parce que vous ouais, avez un créneau que vous avez du travail dans les faits. ouais, clairement. Clairement. Et dans ces moments d'attente, donc chez Deliveroo, vous n'êtes pas payé en fait. Alors chez Deliveroo, maintenant, il n'y a même plus de créneaux. Donc avant, il y avait des créneaux. Maintenant, il n'y a plus de créneaux. Donc en fait, on peut se connecter quand on veut. Du D'accord. coup, c'est encore plus flou la limite entre on ne travaille pas. Mais bon, vous êtes quand même là avec votre sac à dos. Et c'est pour ça que des fois, vous voyez des mecs avec des sacs Deliveroo qui sont posés sur les places. Ou même des fois, si vous faites attention, vous les voyez, ils roulent tout doucement comme ça. Et ben en fait, quand vous voyez un mec avec un sac à dos de bouffe là, qui roule tout doucement, c'est qu'en fait, il n'a pas de travail. Et du Et coup, il en fait, attend qu'il y ait une course qui arrive sur son téléphone. on attend qu'il y ait une course qui arrive sur son téléphone. Et du coup, on va se balader dans les quartiers où il y a des restaurants, on va tourner. Et avec Deliveroo, vous pouvez passer l'après-midi entière. Moi, ça m'est arrivé de faire des fois entre l'heure du déjeuner et l'heure du dîner, quoi. Je sais pas, entre 15 heures et 19 heures. Voilà, donc ça fait 4 heures où il va y avoir rien. Et pendant 4 heures, bah, vous roulez dans Paris. Ou des fois, vous posez, discutez avec des gens. Et il n'y a aucun salaire minimum. Donc ça, c'est chez... Vous expliquez que du coup, vous ne savez pas en fait quelle est la meilleure stratégie à adopter dans ces moments-là, s'il faut Ouais. rester planté à côté d'un restaurant et attendre Mm. qu'une course arrive, ou est-ce qu'elle risque plutôt d'arriver quand vous êtes un peu en déplacement, Là, voler rouler? c'est un des grands problèmes de tout ce système, c'est la dissymétrie d'information.
C'est-à-dire que nous, on ne sait rien, en fait. On est totalement passif. On a juste un téléphone qui va juste nous dire où aller, quand aller, et quand il veut bien nous dire où il y a quelque chose à faire. Quand il y a quelque chose à faire. Et alors que eux, chez Deliveroo, savent tout. Ils savent exactement où est-ce qu'on est, combien on est, combien de restaurants. Ils ont toutes les informations et tout. Nous, on ne sait pas, et on ne sait pas, du coup, non plus comment marche. Donc, ils leur ont donné un nom. Donc, il y a l'algorithme de Deliveroo qui s'appelle Franck. Voilà. Donc, à un moment où je dis, on sait qu'il s'appelle Franck, c'est tout ce qu'on sait. On n'en sait pas plus. Et du coup, voilà, il y a des espèces de, un peu de, comment, des superstitions, un peu comme ça, où il y en a qui vont dire, si vous roulez, et ben en fait, vous allez envoyer votre position au satellite plus régulièrement, et ça va rafraîchir le satellite, et ça va vous donner des commandes, quoi. Donc, on est un peu sur un truc de marabout, quoi. Et sinon, il y en a d'autres qui vont attendre devant la porte du Burger King, par exemple. Et du coup, non, voilà, on ne sait pas. Des fois, ça sonne, des fois, ça ne sonne pas, on ne sait pas pourquoi. Des fois, on est deux, il y en a un qui sonne. Pourquoi c'est lui, pourquoi c'est moi? Donc, tout ça est très opaque, en fait. Ouais. Mm. Et donc, voilà, vous avez eu votre créneau de travail. Mm. Vous avez une course qui arrive, alors il se passe quoi? Alors, chez Frischti, du coup, donc, si on a une course qui arrive, en fait, on va prendre plusieurs courses d'un coup. Et en fait, on va avoir par exemple 5 courses. Et du coup, on va rentrer dans la chambre froide. Va y avoir plein des étagères avec plein de sacs avec des codes barres. Et on va devoir retrouver en fonction de ce qu'il y a ce qu'il y a comme code barre sur notre téléphone et ce qu'il y a dans les rayons. Tac, tac, tac. On retrouve les codes barres, on les scanne, on les met tous dans notre sac. Et après, on a le GPS qui va nous dire première adresse, on y va. Et c'est parti, on roule. On roule vers la première adresse. On dépose le sac, on dit que c'est déposé. Deuxième adresse, on roule, 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 on roule. Et on retourne au hub. Et là, c'est reparti pour une nouvelle livraison. Et chez Deliveroo, la différence, c'est que c'est une course par une course, c'est ça? C'est Et que ça. vous allez pas dans un hub, mais dans le restaurant en question. Voilà. La grosse différence, c'est qu'en fait, Frischti donc, produit eux-mêmes la nourriture. Donc, ils vendent leur nourriture en fait comme un sort de méga restaurant, quoi. Alors que Deliveroo fait l'intermédiaire entre des restaurants qui existent déjà, donc un sushi, un kebab, enfin, des restaurants qui existaient avant, quoi, et un client. Et du coup, chez Deliveroo, on a une commande pour aller chercher un sushi, enfin un plat, enfin, un repas de sushi dans un endroit, et aller le livrer chez un client. Et ensuite, ça recommence. On attend et on cherche une autre commande. On fait restaurant, client, restaurant, client, restaurant, client. Quand tout se passe bien. En général, les clients ne sont pas forcément là où il y a des restaurants. Donc, des fois, il faut revenir, par exemple, dans les plus petites villes. S'il y a le centre-ville où il y a tous les restaurants, vous allez chercher un sushi ici, vous allez aller en banlieue. Et là, vous allez devoir revenir en centre-ville pour avoir une nouvelle commande, pour aller en banlieue, revenir en centre-ville, et vous faites comme ça, quoi. D'accord. Et vous n'êtes pas payé, évidemment, quand vous n'avez pas de commande, quoi. Enfin, entre les deux mouvements, quoi. Ouais, bien sûr. Et vous n'avez pas le droit de prendre de pause entre deux commandes? Alors, chez Deliveroo, en fait, entre deux commandes, vous pouvez refuser des commandes. Et ce qui est la base, en fait, c'est même écrit dans la loi en tant qu'entrepreneur, on est en théorie, ça va pouvoir être en capacité de refuser un client. Mm. Par contre, chez Frischti, on n'a pas le droit. Donc, c'est là où ils sont limite hors la loi. C'est-à-dire que chez Frischti, quand ça sonne, vous devez y aller. Et c'est là où je raconte qu'à un moment, je prends un café. Et, parce qu'en fait, je rentre d'une grande tournée où je suis crevé, ça fait 1 heure que je roule dans Paris. Je rentre dans le hub et je bois un café, quoi. Et là, il y a mon téléphone qui sonne. Il y a un agent de Frischti qui m'appelle. Je ne sais pas d'où il m'appelle, je ne sais pas qui c'est. Et qui me dit comment ça se fait que tu n'es pas parti. Et c'est là où j'ai envie de lui dire mais comment ça se fait que tu sais que je ne suis pas parti, enfin, enfin, c'est quoi ce truc-là vous me regardez et tout. Ouais. Et du coup, et c'est là où je vais voir parce qu'il y a des managers dans les hubs chez Frischti. Je vais voir, sincèrement, sans vouloir être méchant, je lui dis quand on prend des pauses en fait ici, quoi. Et il me dit on prend des pauses quand il n'y a pas de commande. Donc tant qu'il y a des commandes, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, Oui, on tourne, on d'accord. tourne. Donc en fait, vous n'auriez pas eu de commande, vous auriez eu le droit d'aller prendre ce café. Mais là, comme la commande était déjà, la demande avait déjà été faite, il y avait interdiction de prendre le café avant d'aller s'occuper de la commande, en fait. C'était ça. Oui, bah, ça peut être pendant tout votre créneau, quoi. Si vous avez 3 heures de créneau et que ce jour-là, le boulot n'arrête jamais, vous Ouais. avez en théorie pas de pause, quoi.
Mhm. Vous devez tourner, 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 tourner. Et si pendant ces 3 heures-là, il n'y a aucune commande, bah, vous avez 3 heures de pause, quoi, où vous êtes beaucoup moins payé, quoi. Ouais. J'avais pensé à votre livre en voyant le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, le dernier, Gustave Carverne et Benoît Delépine, et c'est l'historique. Ah non, ouais, Non, parce non, qu'il j'ai y a pas vu, deux non. personnages dans le film qui, tous les Mhm. deux, ont différents emplois ubérisés. Ok. Et les deux, en fait, ont une scène Mhm. où il y a un aspect du travail qui se retrouve dans votre livre. Mhm. Et en fait, il y a Benoît Pelvorde dans le film qui a un tout petit rôle, on le voit que sur une scène, mais Ok. qui est vraiment très drôle. Et donc, en fait, il est livreur à domicile pour une entreprise fictive. On comprend que c'est une entreprise type Amazon. Ok. Et donc, il arrive chez le personnage joué par Blanche Gardin, il lui amène un colis, il est épuisé, donc bah, elle a un peu pitié de lui, elle lui propose de faire une pause café. Au Mhm. départ, il refuse, et puis bon, comme elle insiste, il finit par accepter. Et par Mhm. mégarde, en fait, Blanche Gardin renverse la cafetière sur la table et sur la facture papier Ouais. de Benoît Pelvorde. Et là, mais il est complètement catastrophé parce qu'en fait, il n'a pas le droit de prendre de pause. Et son Mhm. patron va savoir qu'il en a fait une parce qu'il y a la tache de café sur le papier. Et donc, Ok. bon, c'est super drôle. Et quand on voit le film, on rigole beaucoup. Et puis, on se dit aussi, bah, c'est complètement exagéré parce que voilà, c'est leur humour et c'est du cinéma. Mais en Mhm. fait, bah, en lisant l'extrait de votre livre qui parle de cette fameuse pause café où on vous a appelé juste parce que vous êtes devant la machine, on se rend compte que, bah, en fait, dans la réalité, il n'y a même pas besoin de tache de café sur un bout de papier pour savoir parce qu'il y a la géolocalisation. C'est ça, ouais. Mhm. Et c'est là où on sort complètement du droit du travail, quoi. C'est-à-dire que bah, dans le salariat en France, vous avez le droit, je sais plus, à 20 minutes de pause toutes les 2 heures. Enfin, je sais plus exactement, mais en tout cas, c'est régi par la loi, quoi. Et c'est là, bon, ça, c'est peut-être un détail, mais ça montre vraiment toute la brèche, quoi, en fait. C'est-à-dire que tous les droits du travail qu'ont un salarié, et ben, pour nous, les livreurs, et pour tous les gens ubérisés, ça passe à la trappe, quoi. Ça va de la pause à la visite médicale, enfin, tout ce dont pourquoi des gens se sont battus pendant des années pour encadrer des relations de travail entre deux personnes, tout est balayé d'un coup, quoi. Oui, tout à fait. On va y revenir juste après. Mm. Et juste du coup, pour revenir à ce film et facile historique, le deuxième personnage, là Mm. c'est par Corinne Maziero, elle joue le rôle d'une chauffeur VTC. Et Mhm. en fait, dans le film, elle a un problème avec son application de travail parce qu'il se Mm. trouve qu'une fois, elle a eu le malheur d'avoir une course qui était mal notée. Et du coup, elle Mhm. a des mauvaises statistiques. Et du coup, on lui propose moins de courses. Mm. Donc, elle a de moins bonnes statistiques parce qu'on lui en propose moins. Et Ouais. c'est une espèce de cercle vicieux. Ça Mm. aussi, c'est un aspect qu'on peut retrouver chez les livreurs. Oui, oui, oui. Alors, à différents niveaux, ils jouent de ça pour nous donner du travail. C'est-à-dire que plus vous allez. Alors, c'est compliqué parce que ça bouge tout le temps et que je vais peut-être vous dire des trucs aujourd'hui qui sont peut-être plus le cas parce que ça bouge souvent, quoi. Mais en tout cas, moi, quand j'y ai travaillé, il y a des systèmes de catégorisation en fonction de à quel point vous êtes un bon travailleur, en gros avec des systèmes, par exemple, de médaille d'argent, médaille de bronze, médaille d'or, bronze, argent, or. Et plus vous allez être présent, plus vous allez être régulier, plus vous allez être ponctuel, plus vous allez être productif, mieux vous allez être classé. Et plus vous allez être classé, plus vous allez avoir de travail, tout simplement. En fait, vous gagnez juste le droit de travailler plus, quoi. Et du coup, voilà, plus vous allez faire d'erreurs, moins vous allez avoir de travail, moins vous allez gagner de points. Et en fait, c'est pareil, c'est comme ça qu'en fait, on va sortir progressivement les gens les moins productifs du système. C'est-à-dire que Mm. c'est l'algorithme qui va vous virer, en fait, tout doucement, et vous pousser vers la sortie en disant ah, tu peux se passer, tu peux se passer, tu peux se passer, salut. Et ils vont prendre quelqu'un de nouveau, quoi. Et ce système, du coup, comme vous disiez, de médaille d'or, argent, bronze, en fait, Mm. ça rejoint un aspect dont vous parlez. Vous appelez ça la gamification du travail, ou en Mm. français, on peut dire la ludification du travail. C'est-à-dire qu'en fait, l'application, elle ressemble à un jeu vidéo. Mm. Ouais, ouais, clairement, en fait, ça joue clairement sur des mécanismes de récompense du cerveau, de stimulation, de dopamine, en fait, hein, tout simplement. Ou un peu comme un jeu d'argent, quoi, comme au casino, où vous allez gagner de l'argent d'un coup. Tout est très ludique et sympa. Et avec ces trucs d'argent, quoi, ça va clignoter. Il y avoir marqué oh, 5 euros gagnés avec des petites étoiles. Il y avait tout un code, un code graphique chez Frishti avec des planètes, une fusée qui décolle, voilà, une petite carte au trésor
pour aller travailler. Enfin, tout est rendu sous un côté un peu mielleux, pop, sympa, rose, flashy. Et en fait, vous jouez avec votre rémunération, quoi. Et du coup, ça crée un côté addictif où on va avoir envie de gagner plus d'argent, où on va pas arrêter de travailler, où on va se donner plus. Enfin, ça joue sur des mécanismes vraiment de cerveau reptilien de la récompense où on est crevé, on veut rentrer chez nous, mais il y a encore 10 euros à gagner. Et si je fais 20 courses aujourd'hui, je vais avoir encore un bonus. Et ça crée vraiment un système d'addiction qui peut se rapprocher des gens qui ont des maladies par rapport au casino et à l'addiction au jeu d'argent. Et donc, c'est vraiment les mêmes mécanismes. Et tout ça voilà, pour créer de la compétition entre les livreurs, pour être plus productifs. Il y a aussi un classement des gens qui avaient fait le plus de kilomètres, avec ceux qui en avaient fait le plus de kilomètres, qui gagnaient une télé ou un truc comme ça. Enfin, c'est des techniques de management, quoi, pour éviter de passer. C'est vraiment une revisite du management à l'ancienne où on allait donner des ordres et être très impérieux comme ça dans les décisions. Là, ils essayent de nous impliquer, de rendre ça plus sympa, plus marrant, mais en fait, les intentions derrière sont toujours les mêmes, quoi. C'est juste de rendre les salariés, les travailleurs plus productifs, plus rapides, plus compétitifs entre eux. Enfin voilà, les intentions sont les mêmes. On a juste décoré ça avec des ballons et des couleurs flashy, quoi, hein. Et vous trouvez que ça avait marché sur vous? Enfin, vous trouviez effectivement qu'il y avait une stimulation qui vous donnait envie de, je sais pas, travailler plus longtemps, ou ce genre de choses? Ouais, clairement, hein, l'application, il y a un truc un peu marrant, quoi. On a envie de gagner de l'argent. Enfin, on a notre compte en temps réel. Dès qu'on va gagner 1 euro, ça s'affiche, on a notre cagnotte. Donc forcément, on fait ça. Enfin, moi, je fais ça pour gagner de l'argent aussi, hein. Et du coup, quand je vois ma cagnotte qui augmente, ça me donne envie de continuer, de rouler plus vite. Donc oui, c'est des mécanismes qui sont très simples et c'est difficile de s'en défaire parce que voilà, c'est avant tout une manière nous, on voit ça comme une manière de gagner de l'argent. Et comme je dis, on est là pour ça. Et moi aussi, je suis tombé dedans. Alors après, voilà, j'ai un peu réfléchi sur la question. Je ne suis pas totalement dupe, mais ça marche quand même, hein. Hmm, d'accord. Mais vous rappelez que donc voilà, enfin c'est pour ça en fait que votre livre s'appelle L'exploitation à la cool. C'est parce qu'il y a un aspect cool et fun, on enrobe tout, une com un peu sympa, mais que malgré tout ce beau packaging, au final, la hiérarchie et le patron, il est toujours là. Et d'ailleurs, ce jeu vidéo, enfin, cette application de travail qui ressemble un peu à un jeu vidéo, vous dites que finalement, c'est elle votre vrai patron. En fait, c'est elle qui vous met des rappels à l'ordre dès qu'il le faut, quoi. Mm. Ouais, bien sûr. Ouais. Après, je parle de toute leur communication très cool, où ils vont faire des pubs sur Instagram avec cette imagerie très jeune, sympa, décontractée, quoi. Et alors qu'en fait, c'est des entreprises qui sont encore plus compétitives que des entreprises du XXe siècle, quoi, où il y a vraiment ce besoin d'écraser les autres sur le marché, de devenir le leader et vraiment de bouffer les autres entreprises concurrentes, quoi. C'est-à-dire que c'est le principe de la start-up, c'est que soit elle explose, soit elle meurt, quoi. Et du coup, pour exploser, elle est obligée d'être plus performante, de bouffer tout le monde, d'être la dernière sur le marché, en fait. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment dans la livraison de repas à domicile. Il y en a beaucoup, enfin, en tout cas pour Deliveroo, les chiffres ont été officiels, ils sont en perte, donc ils perdent de l'argent sur le marché français depuis je ne sais pas combien de temps, des millions d'euros. Ils travaillent à perte pour pouvoir gagner le marché, quoi. Et tout ce qu'ils veulent, ces entreprises-là, il y a une phrase qui se dit Winner take it all, donc le gagnant récupère tout. Tout ce qu'ils veulent, c'est écraser la concurrence pour être les derniers sur le marché et là, enfin pouvoir gagner de l'argent, quoi. Et donc, ils sont dans des entreprises, dans des dynamiques hyper concurrentielles. Et tout ça se ressent. Ça se ressent sur les travailleurs. Et effectivement, ils sont dans une hiérarchie aussi très, très à l'ancienne où en fait, c'est le patron qui va tout décider. Et tout ça sous couvert de cool. Et donc là-dedans, effectivement, l'algorithme est totalement dans cette même logique-là. C'est-à-dire intransigeant, vraiment le chiffre avant tout, chaque seconde doit être comptée. Et en fait, tout ça est mécanisé, quoi. C'est-à-dire que l'absence de rapport humain entre les gens, donc cette interface entre l'ordinateur et les travailleurs, ça permet de vraiment tout régulariser au millimètre, en fait.
Et donc, effectivement, nous, on a plus de rapports avec l'ordinateur qu'avec des gens. Et tout ça, c'est dans des logiques vraiment d'optimisation du travail, quoi. Ouais. Bah, on va reprendre là plusieurs points qui font que, en fait, le statut de travail d'un livreur, justement, pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre? Qu'est-ce qui fait que c'est un travail précaire Mhm. et délétère, en fait, pour les personnes qui le font? Et donc, une des premières choses que j'ai listées, c'est effectivement le statut de travail. Parce que, Ouais, alors vous l'expliquez, bon, il y a des salariés qui travaillent pour ces entreprises, il y a des cadres qui sont dans des bureaux, ouais. mais en ce qui concerne les livreurs, Mhm. vous êtes auto-entrepreneur en fait. Mhm. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils vont choisir d'employer, enfin, justement, pas d'employer, de travailler avec des Mhm. gens qui ont un statut d'auto-entrepreneur? Qu'est-ce que ça change pour le travailleur d'être auto-entrepreneur et pas salarié d'une entreprise? Alors, pour l'entreprise ou pour le travailleur? Pour les deux? Pour le travailleur, qu'est-ce que ça change pour vous au niveau, alors à la fois de votre rémunération et puis de tout ce qu'il y a autour du travail? Bah, ça change beaucoup, hein. C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'on n'a pas de paye fixe. Donc, on ne sait pas si un mois, on va gagner 20 euros ou 2 000 euros. Et donc ça déjà par rapport à tout le reste de la société, ça nous met en décalage. C'est-à-dire que pour trouver un appartement, si on veut avoir un crédit, si on veut avoir un projet à long terme, enfin, on sort de la case du salarié, quoi. Donc ça, c'est déjà une première difficulté. Et ensuite, il y a, en fait, c'est tout le rapport d'employeur, tout le code du travail, en fait. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'avantages sociaux auxquels on n'a pas le droit, parce qu'en fait, on n'est pas considéré comme des travailleurs, on est considéré comme des entreprises. Donc, on est une entreprise qui travaille avec une autre entreprise. Donc, déjà, il y a tout le champ du Code du travail qu'on n'a pas le droit, donc le droit de grève, les congés payés. Par rapport à la retraite et au chômage, c'est des conditions qui sont beaucoup plus difficiles. Alors, il y a des espèces de des mini-retraites ou des mini-chômages, mais faut vraiment avoir cotisé énormément. Enfin, il y a très peu de gens qui y ont accès, quoi. Donc voilà, les arrêts maladie, c'est pareil, c'est très compliqué. On parlait des pauses café, enfin, ce genre de choses. Il y a tout le rapport et il y a tout le rapport ensuite, le rapport de force avec l'entreprise. C'est-à-dire que, par exemple, les délégués du personnel, ce qu'il y a dans des entreprises classiques ou même des syndicats, sont très compliqués. C'est-à-dire qu'il y a des organisations de livreurs à vélo qui vont essayer de faire contrepoids, qui vont faire des manifs. Il y en a, hein, mais comme on n'est pas considéré légalement comme travailleur, ce rapport de force avec l'employeur, mais qui n'est pas un employeur, donc un partenaire, est très complexe à mettre en place, sachant que eux, ce sont des énormes entreprises, quoi. Deliveroo, on parle d'une multinationale qui pèse des centaines de millions d'euros, et en fait, nous, on est tous tout seuls chez nous, dans soi-disant notre bureau, et en fait, on est très divisés, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, vous croisez des livreurs tous les jours quand vous travaillez, mais sauf que vous ne connaissez pas vos supérieurs hiérarchiques, vous ne parlez qu'avec un algorithme, vous n'avez pas d'équipe de travail, donc en fait, tous les autres livreurs que vous croisez, c'est des inconnus. Vous connaissez C'est ça. personne, en fait. Des inconnus qu'on va discuter 5 minutes, mais on ne sait jamais si on va les revoir. Donc, il n'y a pas vraiment de lien qui se tisse. Donc, ça, c'est compliqué. Et puis, il y a des histoires, par exemple, chez Deliveroo, où en fait, leur bureau en France, c'était juste une boîte postale, où il y a des mecs qui sont allés sonner chez eux, mais en fait, il n'y avait personne. Ils avaient une sorte d'adresse fictive, carrément, où en fait, ils étaient à une autre adresse. Après, ils renvoyaient sur leur bureau qui est à Londres, en disant non, nous, on ne peut pas, on est à Londres. Donc même pour contacter des Deliveroo, par exemple, enfin, travailler chez Deliveroo, par exemple, vous rencontrez personne. C'est-à-dire que là, la réunion d'information que je parle au début du bouquin, c'est chez Frishti, où on rencontre une fois des gens et après on rencontre un peu des gens dans les hubs. Chez Deliveroo, tout se passe en ligne et vous rencontrez jamais personne. Et alors là, ils ont essayé, bon, parce que quand même tout ça finit quand même par faire un peu de bruit. Deliveroo a essayé de faire des rencontres avec les livreurs, mais alors c'est eux qui vont sélectionner les livreurs qui choisissent dans des réunions dont eux-mêmes fixent les règles et eux-mêmes fixent les sujets de discussion. Donc Et c'est quoi, par exemple, comme discussion? C'est fait pourquoi ces réunions? je sais plus, mais par exemple, en fait,
je sais qu'ils ne voulaient pas parler des payes, quoi, qui est, par exemple, le sujet premier de préoccupation des livreurs et pourquoi il y avait eu des contestations chez Deliveroo, c'est parce qu'ils ils ont réduit les payes. Je ne sais pas, moi je ne suis pas allé à ces réunions, je n'ai pas été invité, je n'ai pas participé, mais j'ai lu beaucoup de critiques et de gens qui disaient que voilà, par exemple, ce sujet-là n'était pas possible de l'aborder. Et en fait, dans tous les cas, c'est pas la question de savoir s'il aborde ou pas, la question c'est de savoir qui décide dans cette relation-là des sujets qui vont être abordés, des rapports de communication, des rapports de pouvoir. Et c'est vraiment eux, même si ils décident d'en parler, c'est eux qui décident d'en parler, quoi. On est sur vraiment un truc unilatéral où tout le principe du syndicalisme est vraiment mis à néant, quoi. Et il y a eu des cas, même pour le droit de grève, où quand même chez Deliveroo, ils ont géolocalisé des grévistes qu'ils ont mis sur une liste noire, qu'ils ont essayé de supprimer de leur banque de leur banque de livreurs. Donc on est quand même sur des pratiques assez flippantes, quoi. Effectivement, et je comptais revenir sur la question de la grève, mais Mm. justement avant ça, donc vous disiez qu'ils n'ont pas à répondre au code du travail puisque vous n'êtes pas employé, puisque vous êtes des partenaires. Mm. Et en fait, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ces entreprises-là peuvent modifier quand elles le souhaitent le système de règlement des courses. C'est-à-dire que au départ, comme vous le disiez tout à l'heure, les livreurs pouvaient être rémunérés à l'heure, puis ensuite ça a été à la course, Mm. puis ensuite le prix des courses a baissé. Il Ouais. y a également des primes qui existaient, qui ont été modifiées ou qui ont carrément été supprimées. Ouais, C'est ouais. ça. Ouais, Donc ouais. en fait, ces entreprises rédigent des chartes sociales, c'est ça, mais qui Alors oui, ne sont pas du tout de l'ordre du Code du travail. ouais, ouais. Alors, déjà, faut séparer déjà les contrats, c'est-à-dire que c'est eux qui. Tout ce qui leur dépaye, c'est dans les contrats. Donc, nous, on signe un contrat avec eux. Et effectivement, même moi, j'étais surpris de voir ils ont pu supprimer des primes sans renouveler notre contrat, quoi. Donc, Oui, voilà, c'est c'est-à-dire. ça, en fait, les contrats existent, mais on Mm. peut changer des termes Ouais, sans ouais, pour autant re-signer de nouveaux contrats. ouais. Ce que je trouve légalement assez hallucinant. Donc, voilà, tout ce qui est de l'ordre des prix, des conditions de travail, enfin, c'est vraiment fixé de manière unilatérale de leur part. Et nous, soit on accepte, soit on part, quoi. Et même, on n'est même pas mis à jour. Enfin, la prime de pluie, quand elle a été supprimée chez Frischti, enfin, c'était même pas clair. En fait, c'était une rumeur qui circulait, on l'a appris entre nous. Enfin, il n'y a même pas une communication claire sur les modifications des conditions de travail, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est cette histoire de charte. Donc c'est parce que, en gros, ils se sont fait souffler un peu dessus et qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont commencé à lever la voix. Il y a une loi qui a été passée pour leur demander, s'ils le veulent bien, de rédiger des chartes de bonnes pratiques non qui sont qui sont ni obligatoires et qui elles-mêmes ne sont pas obligées de suivre en fait. C'est vraiment Oui, des vous chartes disiez consultatives. Voilà. non contraignante, non, Non c'est ça, c'était contraignantes, ça. voilà, merci. Ouais, c'est ça. Des chartes qui sont qui sont ni obligatoires ni contraignantes. Donc on est vraiment sur une espèce de délire où en gros on va demander à des entreprises de rédiger le morceau de code du travail qui manque. Parce qu'en fait c'est ça la situation, c'est qu'en fait il y a une zone grise. Je suis pas forcément pour dire que tout le monde doit être salarié ou voilà, c'est possible. La société elle évolue, c'est possible qu'il y ait des nouvelles pratiques. Et donc il y a effectivement une zone Et grise. d'ailleurs, il peut y avoir des bons côtés à ces nouvelles pratiques, comme vous le disiez au Voilà. début. Il y a une Ouais, forme de oui, liberté quand même dans bien sûr, bien l'auto-entrepreneuriat sûr. qui est possible. Et si l'entreprise se comporte de manière équitable envers les auto-entrepreneurs, en théorie, tout peut bien se passer et c'est pas forcément un mal en soi. Le problème, c'est que, d'après ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'ils ont quand même une marge de manœuvre un peu trop grande par Ouais, rapport au code du vraiment. travail. Bah, c'est-à-dire que vraiment, en l'occurrence, le législateur, donc les parlementaires et l'État, demandent aux entreprises de rédiger le morceau de code du travail qui manque, quoi. Et donc, voilà, pour moi, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que c'est pas à eux de rédiger eux-mêmes les lois pour leur pratique, quoi. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Pour un truc, et en plus, qui est pas contraignant, quoi. Et du coup, ces chartes, je sais même pas si elles sont sorties, en fait, ces chartes. Aux dernières nouvelles, elles étaient toujours pas sorties, en plus. Donc on est D'accord, vraiment sur une espèce de blague, de mauvaise blague, quoi. d'accord. Et il y a un Mais autre aspect, pardon, allez-y.
Non, non, mais je ne sais pas si on va revenir là-dessus, mais effectivement, j'en parle. Il y a aussi des bons côtés. Il y a des livreurs à vélo qui sont contents. Donc voilà, il faut aussi, voilà, comme je dis, il faut vivre avec son temps. Il faut légiférer, je pense, hein. Donc l'idée n'est pas mauvaise de légiférer et vouloir annuler l'ubérisation. Bon, c'est quelque chose qui va être compliqué à faire dans tous les cas. Maintenant, ça fait partie de nos vies. Comme vous le disiez, les chauffeurs VTC, maintenant, c'est vraiment rentré dans les usages quotidiens. Donc, je ne pense pas que ce soit ni souhaitable ni possible de totalement interdire l'ubérisation. Je pense qu'il faut vraiment y réfléchir de manière collective. Il faudrait qu'il y ait des consultations citoyennes avec les travailleurs, avec les clients, avec des juristes et des économistes et qu'on arrive collectivement à faire un nouveau code du travail quoi, qui correspondrait à ces pratiques-là. Et vous pensez dans ce cas qu'une ubérisation éthique, ce serait possible? De prendre simplement le modèle économique, mais de l'adapter d'une manière plus équitable pour tous, ce serait Alors, faisable? je connais pas tous les domaines en tout cas, je pense qu'on pourra difficilement revenir en arrière. Et je sais même pas si c'est étable. Dans tous les cas, voilà, ça fait partie de nos quotidiens aujourd'hui et il y a quand même certains avantages, et il faut l'avouer, à ces pratiques-là qui correspondent à des usages qui sont en évolution de l'ordre du numérique, de l'ordre du fait qu'on est tous connectés à Internet en permanence avec des smartphones et que ça permet des usages nouveaux qui peuvent être intéressants. Mm. Donc, je ne suis pas totalement contre. Après, ce que je sais au niveau de la livraison de repas à vélo, il y a une partie des gens, et ce n'est pas que de moi, qui dit qu'en fait, si ce service était correctement rémunéré, avec des conditions de travail dignes, en fait, il ne serait juste pas viable. C'est-à-dire que se Mm. faire livrer un kebab qui vaut 5 euros par un mec qui va gagner, aujourd'hui on le paye 2 euros, ça marche si on le paye 2 euros, quoi. Si demain ce mec-là, on le paye de manière correcte, c'est possible que le service entier disparaisse, quoi. Oui. Dans Donc, ce cas-là, il faudrait peut-être revoir effectivement des modèles où ce serait des commandes groupées, ou il faudrait peut-être revoir le fonctionnement dès le je sais départ. pas, les gens livraient des pizzas avant, des salariés, enfin les livreurs de pizzas avant, ils étaient salariés, et ça marchait. Donc pourquoi pas. Après, ce que je sors un peu, parce que dans le huitième chapitre, c'est sur les ouvertures, les possibles. Et je parle des coopérations qui se mettent en place. En ce moment, il y a pas mal de livreurs qui se mettent en scope. Donc, c'est des entreprises collectives et qui utilisent une application qui est open source, donc qui est libre de droit et qui est accessible à tout le monde, pour faire de la livraison. Et donc, eux, donc ils se salarient eux-mêmes dans leurs entreprises. Donc, ils ont accès, voilà, à tout le droit du travail. Et ils arrivent à proposer un service de livraison qui est éthique, où effectivement, ils sont à vélo, ils ne polluent pas, ils ont des conditions de travail qui leur conviennent. En plus, souvent, ils vont choisir des restaurants à tendance zéro déchet, avec parfois des conteneurs réutilisables pour éviter de créer beaucoup de déchets, avec des restaurants peut-être qui ont des produits bio, des produits locaux. Donc oui, je pense que ce système de livraison peut continuer. Il peut y avoir une forme de travail numérique qui peut sortir aussi de ces énormes entreprises, quoi, parce que c'est un peu ça aussi le problème de l'ubérisation, c'est que c'est des énormes entreprises qui sont Uber qui est en Californie, qui a une importance mondiale et qui décide tout seul. Je pense que on peut recréer des espèces de petites entreprises qui utilisent le numérique pour faire le même genre de service, mais juste d'une manière plus éthique et plus équilibrée entre les travailleurs, les clients, et que ce soit moins géré par des grands groupes qui font ce qu'ils veulent, quoi. Ouais. Et oui, vous en citez plusieurs dans votre livre, et je crois que depuis, il y en a même d'autres qui se sont Ouais, créés, mais dans plusieurs grandes ouais, villes en France, et puis autour de la France aussi, hein, mais en ouais. France, il y a déjà plusieurs entreprises de ce type qui existent. Ouais. Euh, je crois que, alors je ne sais pas si c'est le cas de toutes, ou si c'est simplement beaucoup, mais enfin, elles utilisent une application qui s'appelle Co-op Cycle, c'est Ouais, ça? ouais, c'est ça, ouais. Donc, Ouais, ouais. Co-op Cycle, c'est quoi? C'est en fait c'est une plateforme numérique qui remplace les algorithmes de Deliveroo et des autres grandes boîtes. C'est ça. En gros, c'est ça. C'est une application qui va être créée de manière collective
et qui va appartenir à tous ceux qui participent et qui va permettre de effectivement remplacer l'application Uber Eats ou Deliveroo, qui va être par exemple, je sais qu'il y en a une à Strasbourg là, qui utilise ça. Et donc, en fait, c'est une sorte d'intelligence partagée sur un outil. En fait, c'est un outil de travail partagé, quoi, hein. Comme pouvaient être d'autres outils de travail dans le temps, hein. Là, c'est un outil de travail partagé par ceux qui veulent bien y travailler, qui veulent bien créer ensemble pour pouvoir se libérer de ces grandes industries, quoi. Et alors voilà, c'est ça, c'est que Coop Cycle, c'est pas une entreprise, c'est Non. collaboratif, c'est ça, Ouais. enfin, il y a des bénévoles qui travaillent pour le mettre en Alors, je place. ne sais pas exactement, je crois qu'ils ont réussi à avoir un premier salarié, parce que ça a été créé, je crois, par une seule personne que j'avais essayé de contacter à un moment, mais qui était bénévole, qui avait un autre boulot, qui avait créé cette application tout seul. Et je crois que maintenant, et en fait, il demandait à chaque groupe de gens qui utilisent son application de payer, s'ils en avaient les moyens, de payer un peu pour les frais de développement et d'entretien de l'application. Et que Mm. maintenant, je crois qu'il a réussi à être salarié, à faire ça à temps plein. Il me semble, je suis pas tout à fait sûr. D'accord. Mais en gros, voilà, c'est une personne qui a développé ce. Mais c'est un peu comme dans l'idée des logiciels libres. Je sais pas si vous voyez, par exemple, Linux ou il y a GIMP qui est le remplaçant de Photoshop. C'est des logiciels qui appartiennent à tout le monde, en fait. Oui, d'accord. Alors, Et il me donc, semble. enfin, comme on disait que les algorithmes de ces gros groupes sont complètement opaques et que vous n'avez aucun moyen de savoir en tant que livreur comment fonctionne, à qui on va donner quelle course, là, ça permet une transparence en fait pour les salariés de ces petites entreprises. Là, tout le monde Tout à sait fait. comment fonctionne l'outil. C'est ça, c'est tout le contraire. C'est que là, on est sur un outil où non seulement on sait, mais en plus on peut l'adapter. C'est-à-dire que Mm. chaque entreprise de livraison, parce qu'il y en a par exemple qui vont livrer plutôt les personnes âgées. Je crois à Montpellier, il y a une entreprise qui livre les personnes âgées. Il y a d'autres entreprises qui vont livrer des fleurs, ou d'autres entreprises qui vont livrer que du pain. Donc il y en a, elles se spécialisent. Et donc en fonction de ce qu'elles ont besoin, c'est un peu un genre de Lego, quoi, où on peut moduler l'application et l'algorithme en fonction de ses besoins. Et donc, non seulement c'est transparent, mais en plus, on peut vraiment se l'approprier, quoi. D'accord. Donc, ouais, vous expliquez que, bon, pour l'instant, c'est un peu une goutte d'eau dans l'océan, que c'est des toutes petites initiatives. Enfin, ça reste encore à très petite échelle. En même temps, c'est ça qui fait leur force, c'est parce que c'est petit, que ça reste local, que c'est vraiment éthique et éthiquement viable. Mm. Mais voilà, c'est un début et peut-être qu'il y aura. Alors, soit que ces entreprises vont quand même un peu grandir, soit qu'il y en aura plus. En tout cas, Ouais, ça pourra se développer et plus on en parle et plus ça aura une chance de grandir. ouais. Plus on les consomme, ces services-là aussi, comme en tant que Oui, bien sûr. consommateur, on fait le choix si on peut. Voilà, c'est vrai que ça prend toujours un peu plus de temps parce que ces entreprises, elles n'ont pas les mêmes budgets publicitaires que les énormes entreprises. Donc déjà, il faut connaître. Après, une fois qu'on connaît, il faut peut-être s'inscrire ou il y a toujours une petite démarche aussi du client pour aller vers des choix alternatifs qui parfois, il faut le dire aussi, fonctionnent un peu moins bien parce ils ont pas les moyens énormes qu'ont ces méga entreprises pour faire que dès qu'on clique, ça arrive chez nous. Alors, voilà, c'est aussi à nous, peut-être en tant que consommateurs, d'essayer de chercher des alternatives et d'essayer de faire des choix dans nos actes de consommation. Bien sûr. Après, là, je pense à un exemple dans votre livre, mais des fois, les grosses boîtes, ça ne fonctionne pas non plus si bien que ça, parce que je crois que vous parlez à un moment où enfin, vous travaillez à ce moment-là pour Deliveroo, vous recevez une commande pour un kebab, et donc Ouais. le temps d'aller chercher le kebab, et puis en fait, vous vous rendez compte après coup qu'il fallait l'apporter à des kilomètres de là, ben, en fait, l'algorithme était conçu d'une manière un peu absurde, qui Ouais. faisait qu'une personne habitant, alors qu'elle a potentiellement des kebabs à 500 mètres de chez elle, va Mhm. passer une commande pour un kebab, elle ne se rend pas compte parce que le logiciel ne le met pas en avant, mais c'est à des kilomètres, et donc le temps que vous arriviez, ben, en fait, les frites sont tièdes et molles, et Ouais. finalement, c'est pas forcément non plus si optimal que ça dans les grosses entreprises. Non, non, ce qui compte, eux, c'est qu'il y ait des actes d'achat, quoi. Donc, c'est pour ça que sur Deliveroo, par exemple, vous allez ouvrir l'application, vous allez voir plein de belles images de tout. Enfin, vous avez l'impression que tout est possible, que vous pouvez manger tous les plats du monde, que tout est accessible et tout. Simplement, voilà, ce que vous savez pas, c'est que si vous choisissez tel plat, en fait, il va faire 40 minutes de vélo, il va arriver
froid et que ça va pas être terrible et qu'effectivement, vous avez peut-être la même personne qui fait des plats en bas de chez vous, mais qui n'est pas sur l'application Deliveroo Mm. ou que va savoir pourquoi l'algorithme a trouvé que c'était plus simple d'aller chercher l'autre. Et donc voilà, ce qui compte, c'est d'avoir un maximum d'offres alléchantes de repas, de choses à acheter et que les gens achètent, quoi, hein. Après, savoir d'où ça vient, qui l'a fait, bon, tout ça, c'est secondaire, quoi. Mm. Je voulais revenir aussi un moment sur, on parlait de l'isolement des travailleurs Mhm. dans ces formes d'emploi ubérisé. Mhm. Et il y a quelque chose qui est quand même assez choquant, dont vous parlez dans le livre, qui est en fait qui est permis, qui peut exister justement parce qu'il y a cet isolement et cette anonymisation des travailleurs où personne ne se connaît, c'est la sous-location des comptes. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu de quoi il s'agit? Alors en fait, donc il y a toute une population de gens qui ne peuvent pas légalement créer une entreprise. Maintenant, ça s'appelle une micro-entreprise, mais bon, une Ouais. auto-entreprise. Donc ces gens-là, globalement, c'est les mineurs, donc les gens qui ont moins de 18 ans, et les migrants, des gens qui n'ont pas les papiers français. Oui, Et du parce que coup, vous le dites, hein, qu'il y a beaucoup, enfin, la majeure partie des personnes qui travaillent pour ces entreprises, elles sont souvent étrangères et même souvent sans papier, en fait. ouais. Ouais, ouais, alors après, moi, j'ai pas fait vraiment de sondage sociologique, parce que voilà, je suis plus quelqu'un qui a fait un témoignage avec ce que je vois, quoi. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient pas bien le français. Donc ça, c'est quelque chose que je peux affirmer. Voilà, beaucoup de gens de couleur, j'étais un des rares blancs que j'ai croisés dans cette activité, en tout cas à Paris. Apparemment, en province, c'est peut-être différent. Et du coup, mais voilà, après, j'ai pas demandé qui avait des papiers. Et puis, en général, les gens qui n'ont pas de papiers, ils vont pas le dire comme ça non plus, hein. Donc voilà, je sais pas, il y en a qui sont en situation, qui ont un permis de séjour. Voilà, donc, bon, en gros, tous ces. Je peux pas dire exactement la proportion, quoi, hein, mais ça a été révélé notamment par Libération, qu'on fait un article, et c'est connu, et moi, on m'a même proposé. Il y a toute une partie de ces gens-là qui, donc, en gros, n'ont pas de papiers ou sont mineurs et vont louer un compte à quelqu'un qui a une vraie micro-entreprise, quelqu'un comme moi par exemple, et qui vont aller travailler à ma place. Ils vont aller travailler à ma place et donc je vais leur donner mon compte en fait, mais ils vont travailler avec leur téléphone, ils vont travailler et ça va tomber sur mon compte en banque à moi l'argent. Et du coup, moi, je vais garder, je ne l'ai pas fait, hein, mais si je le faisais, je Oui, garderais un pourcentage. Alors, ça se dépend, des fois c'est 20, 30%, 50%, ça dépend des arrangements, quoi. Je vais garder une partie de ses revenus et je vais lui filer le reste, quoi. Donc, en gros, je deviens un genre d'exploitant de personne qui est déjà exploité. Et moi, je suis moi-même exploité et je vais encore exploiter quelqu'un d'autre, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup, notamment par voilà, des migrants qui n'ont pas du tout d'autre manière de gagner de l'argent. Quand à un moment, je dis, c'est entre vendre des cigarettes à Barbès ou rabattre pour des coiffeurs à Château-Rouge, et ben, livrer chez Frischti, c'est une bonne option, quoi, pour eux, même s'ils vont gagner. Déjà que nous, on ne gagne pas beaucoup, mais alors eux, ils vont gagner encore moins, quoi. Ils vont gagner, tout à l'heure, je parlais de 5 euros de l'heure, ces mecs, ils vont peut-être gagner 2,50 € de l'heure, quoi. Mais et, pour eux, voilà, c'est déjà ça, quoi. et c'est des pratiques, comme vous le disiez, qui ont été dénoncées. Il y a eu des Ouais. articles, des émissions qui en ont parlé. Malgré tout, ça doit exister encore parce que ben, enfin, c'est très difficile de réguler ça, en fait. Il passe complètement, c'est Alors, invisible aux c'est yeux du... compliqué. Je crois qu'il y a Uber qui a essayé de faire un truc de reconnaissance faciale pour être sûr que la personne qui a le compte, c'est la même personne Mm. qui travaille. Mais bon, est-ce qu'on a vraiment envie de se faire un truc de reconnaissance faciale à chaque fois qu'on travaille? Et puis même ces trucs-là, apparemment, les technologies sont pas très au point. Donc c'était un peu la seule piste qui a été sortie. Mais effectivement, c'est compliqué comme on n'a pas vraiment de rapport avec des gens, bah, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui bosse, en fait, personne ne s'en rend compte vraiment, quoi, hein. Ouais. Euh, donc c'est compliqué enfin, pour les migrants déjà, bon, c'est un peu limite. Et pour les mineurs, c'est aussi un problème, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un article aussi dans Libération où il parle de décrochage scolaire, de collégiens, de lycéens qui en gros préfèrent aller livrer Uber et gagner 30 € pendant la journée plutôt que d'aller à l'école, quoi. Mm, mm. Ouais. Mm. Et oui, ça, ce sont des dérives de cette anonymisation Mm. des travailleurs. Et vous expliquiez bien que ce démantèlement comme ça de possibles équipes de travail, ça amène d'autres choses. Ça amène donc moins de solidarité
entre les travailleurs. Ça fait que on ne peut pas, vous ne pouvez pas discuter entre vous. Donc, en fait, vous êtes isolé dans un problème que vous pensez être individuel, alors qu'en fait, vous vivez tous la même situation. Et comme vous n'avez pas de syndicat pour vous représenter puisque vous n'êtes pas salarié et que vous n'avez pas d'espace au quotidien pour vous retrouver et discuter, il y a d'autres initiatives qui se créent. Vous parliez par exemple des groupes Facebook. Ouais. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe? C'est géré par qui? Vous y dites quoi? Ça sert à quoi? Ok. Donc effectivement, il y a des groupes Facebook ou WhatsApp aussi, donc des groupes plutôt privés sur WhatsApp et sur Facebook, Mm. c'est des groupes un peu plus larges où en gros, voilà, faut dire que vous êtes livreur pour rentrer, mais n'importe qui peut y rentrer. C'est là aussi où il y a une limite. Et sur ces groupes, donc on parle de nos problèmes au quotidien, ça peut aller du j'ai une crevaison, qui sait comment réparer mon vélo, à pourquoi est-ce que j'ai gagné si peu d'argent aujourd'hui, est-ce que vous aussi vous gagnez que dalle, à des gens qui vont dire ça vous dit qu'on essaye de s'organiser pour essayer d'améliorer nos conditions de travail. Là, est-ce que ça vous dirait de bloquer un endroit pour empêcher des livraisons? Donc, il y a eu des espèces de prémices de mouvements sociaux comme ça. Et bizarrement, dès qu'il y a des posts un peu comme ça qui appellent à des manifestations, il y a très peu de gens qui commentent et qui vont liker ou commenter parce que on sait tous que ces groupes sont infiltrés. Ils sont infiltrés par les entreprises. Et alors après, à quel niveau, est-ce qu'ils regardent tous les posts, on ne sait pas trop. Mais comme ils sont suffisamment faciles d'accès, on est sûr qu'il y a des gens de Frishti ou de Deliveroo qui sont dans ces groupes et qui regardent, et donc qui vont potentiellement faire des dossiers sur les gens qui sont les plus virulents et qui vont le plus porter problème à leur entreprise. Hein. Et D'accord, donc il n'y a aucune certitude, mais ça fait que la parole n'est pas totalement libre, quoi. la parole n'est pas totalement libre, ouais, exactement. Après, voilà, il y a quand même un collectif qu'il faut que je cite, qui s'appelle le CLAP, le collectif des livreurs autonomes parisiens, qui est, alors je ne sais pas exactement, je crois que c'est une association, donc, parce qu'on n'a pas vraiment le droit d'être un syndicat, hein, c'est une association de défense des livreurs à vélo qui milite beaucoup pour les droits des livreurs à vélo, qui organise des manifestations. Il y a aussi, je crois il y a une branche de la CGT, je crois à Toulouse ou à Bordeaux, qui s'est associée avec des livreurs. Alors je ne sais pas, pareil, comment est-ce qu'ils peuvent, parce que comme ils ne sont pas salariés, ils ne peuvent pas vraiment être à la CGT, mais en tout cas, en tout cas, il y a la CGT qui quand même s'intéresse à ce cas des livreurs à vélo. Il y a des gens qui militent aussi dans ce sens-là. Donc il y a quelques organisations comme ça qui essayent de défendre la parole des livreurs à vélo. Mm. Ou des livreurs à scooter aussi, hein, je dis toujours vélo, mais il y en a beaucoup à scooter. Mais majoritairement, effectivement, on est très isolé, quoi. On est très isolé et voilà, c'est que ça va être que des petits mots comme ça dans les couloirs ou sur les places où on va se parler. Mais, euh, mais effectivement, on est chacun tous dans notre téléphone, dans notre chiffre d'affaires. Et il Ouais. y a un côté un peu, voilà, David contre Goliath. On voit ces énormes entreprises. On se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, on peut pas vraiment. Enfin, alors, il y a eu des blocages qui ont essayé d'être faits. Donc, en Oui, il y en a gros, eu l'été dernier, c'est ça, à ouais, l'été c'est ça. 2019? Ouais, c'est ça. Donc, en gros, il y a des livreurs qui sont allés devant des restaurants et Mm. on leur ont demandé plus ou moins de force d'arrêter l'application. Voilà. Et du coup, ça a un peu marché, ça a fait un peu de bruit, mais voilà, il y Certains a deux. restaurants ont accepté d'écouter les livreurs et d'arrêter les applications à ce Ouais, moment-là. Ouais. ouais, il y en a certains qui ont accepté par solidarité, qui ont éteint pendant 2 heures l'application. Mais c'était compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, ils essayaient d'empêcher physiquement d'autres livreurs parce que tout le monde ne voulait pas faire grève en gros, quoi. Parce que voilà, quand ils font grève, bah, ils sont pas payés. Et du coup, ils essayaient d'empêcher d'autres livreurs de venir chercher des commandes dans le restaurant. Alors, ça a créé des conflits entre les livreurs. Mais bon, ça a eu le mérite de faire un peu parler de la condition de travail des conditions de travail des livreurs. Et c'est ça, je crois, qui a donné les rencontres chez Deliveroo dont je vous parlais tout à l'heure, dont beaucoup de gens sont très sceptiques. Ouais. D'accord. Vous aviez eu l'occasion, vous, de participer à ces groupes de blocage? Non, non, malheureusement, j'étais pas là à ce moment-là. Ouais. D'accord. Donc, vous n'avez pas vu ce que ça avait donné. Non, j'ai vu que des images. Ouais.
D'accord. Et tout à l'heure, vous disiez que vous aviez travaillé pendant le premier confinement, c'est ça? Vous Ouais, aviez fait des courses. ouais. Moi, je trouvais ça intéressant aussi justement de parler de ce travail de livraison à vélo dans cette période particulière Mhm. en plein milieu du Covid. Ouais, Parce que voilà, bon, le premier confinement était quand même assez différent du deuxième ouais. qu'on vit actuellement. Parce que Mhm. pendant le premier, extrêmement peu de personnes en fait continuaient à travailler ou du moins à travailler à l'extérieur. Il y en avait aussi beaucoup, si elles le pouvaient, qui télétravaillaient. Mhm. Et vous, vous avez fait partie des professions. Alors, bon, on vous mettra peut-être pas au même niveau que les soignants, mais il y avait quand même pas mal de professions comme ça qui étaient en première ligne, à commencer par les soignants. Mais il y avait aussi les caissiers de supermarché, par Ouais. exemple. Il y avait, on a beaucoup parlé à l'époque du premier confinement des employés d'Amazon, Mhm. qui aussi avaient des conditions de travail et en règle générale, et à ce moment-là particulièrement, par rapport aux mesures sanitaires qui ne correspondaient pas aux normes. Et Mhm. puis, il y a eu les livreurs à vélo, Mhm. parce que, bon, on peut imaginer les particuliers qui sont confinés chez eux Mhm. et qui ont quand même envie d'avoir un repas chaud à domicile et qui continuaient à faire des demandes de courses. Ouais. Et donc, qu'est-ce que c'était en fait de travailler pendant le confinement quand il n'y avait personne dans les rues? Ça s'est passé comment? Bah, c'était assez ambigu, c'est-à-dire que bon, c'était bizarre, hein, enfin, l'ambiance était particulière, il y avait vraiment personne, donc c'est vrai qu'il y avait un truc un peu grisant, quoi, de se retrouver tout seul dans la rue, enfin, rouler au milieu de la rue, les mains en l'air, enfin, il y avait un côté genre voilà, la ville nous appartient, il y avait un côté un peu voilà, enfin, extraordinaire, quoi. Et puis d'un côté, il y a un côté très flippant quand même, parce que on savait pas du tout à ce moment-là enfin, il y avait vraiment une espèce de psychose générale sur comment se transmet le virus. Il n'y avait pas de masque. Moi, j'avais un masque, donc j'ai bossé pendant 2, 3 semaines avec le même masque. On savait pas du tout la dangerosité du virus. Enfin, bon, même si on ne sait toujours pas vraiment aujourd'hui, mais disons que c'est un peu retombé la panique, enfin, en tout cas pour moi. Mm. Là, on était vraiment dans un truc tout nouveau et on savait pas du tout ce qui se passait. Et nous, on tripotait des trucs toute la journée, quoi. C'est-à-dire Oui, que vous n'aviez pas de gel hydroalcoolique fourni par non, il n'y avait l'entreprise. pas de gel hydroalcoolique, il n'y avait pas de masque. Et puis en vrai, enfin, même avec des gels hydroalcooliques, des masques, on tripote beaucoup de trucs, quoi. On va pas se mettre du gel toutes les 2 secondes. Enfin, enfin, j'ai écrit un texte là-dessus où je disais, voilà, entre le sac, le sac de bouffe, notre sac, la porte du restaurant, le vélo, le smartphone. Enfin, le smartphone, ça marche pas avec des gants, par exemple, hein. Donc, Oui. le smartphone, on arrive chez le client, ça va être le premier digicode, le deuxième digicode, le bouton de l'ascenseur. Enfin, on touchait à peu près 10 trucs entre 2 commandes, quoi. Et, Mm. euh, et du coup, pour nous et pour les clients, enfin moi, c'était plutôt pour les gens que j'avais peur ou pour je sais pas, pour la société en général, parce que voilà, apparemment les jeunes n'étaient pas trop touchés, donc moi, je n'avais pas trop peur du truc, mais il y avait un truc vraiment, tout le monde disait restez chez vous, et en fait, moi, il y a un moment, je culpabilisais un peu en me disant, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une connerie, quoi? Surtout que, voilà, les caissières, ou bon, les infirmières évidemment, mais même les caissières, font des actions qui sont quand même assez indispensables. C'est-à-dire qu'on est quand même obligé d'aller à Franprix au supermarché pour acheter à manger. Nous, clairement, on livre de la restauration rapide, en fait, quoi, des kebabs, des sushis, des burgers, enfin, des Oui, trucs on peut vraiment. estimer que c'est du luxe pour les personnes qui. C'est Enfin, en tout quand cas, même. oui, c'est une notion de plaisir et c'est pas Ouais. forcément un bien essentiel pour les personnes qui le commandent. Mais Vraiment, la raison pour laquelle vous avez continué à livrer pendant ce confinement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est parce que en tant qu'auto-entrepreneur, vous n'avez pas d'indemnité chômage. Et ouais. à ce moment-là, en fait, l'ensemble des livreurs avaient le choix entre rester chez soi si on pouvait se passer de cette rémunération et dans ce cas-là, mettre sa sécurité au premier plan ou ne pas pouvoir se Ouais. passer de cette rémunération et continuer à travailler. Ah bah oui, oui, et puis il y en a beaucoup qui n'ont pas eu le choix, hein. C'est-à-dire que il y a eu des dédommagements, mais il fallait avoir fait plus de 1 500 € sur le même mois de l'année précédente. Et D'accord. donc, quand c'était en mars 2020, moi j'avais commencé mon activité en mai 2019. Du coup, en mars 2019, j'avais pas de chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur. Du coup, j'avais pas le droit à avoir une rémunération, un dédommagement, quoi. Et ce qui était le cas de pas mal de livreurs, hein. Et du coup, tout cela, ils étaient obligés de continuer à bosser s'ils voulaient avoir un peu d'argent, quoi. Mm, mm. Et là, pendant Et ce j'en faisais partie, deuxième ouais.
pendant ce deuxième confinement, bon, l'ambiance est quand même très différente parce que, comme vous le disiez, on a Ouais. un peu moins peur du virus parce qu'on commence un peu à comprendre comment ça fonctionne. Et Mm. beaucoup de personnes aussi l'ont attrapé et vont bien aujourd'hui, heureusement. Mm. Euh, mais alors, beaucoup de personnes continuent actuellement à travailler, mais c'est pour les. On a beaucoup parlé là ces dernières semaines des petits commerces Ouais. qui, eux, sont contraints à fermer ou à ouvrir, mais en formule de drive ou de click and collect, enfin Mm. dans des modes très particuliers. Et pour Mm. les restaurateurs, donc plus personne ne peut aller au restaurant et l'unique manière en fait qu'ils ont de continuer à travailler, c'est de passer par la livraison et donc par vous en fait. Mm. Oui, effectivement, que pour les petits restaurants qui peuvent utiliser ce service, ça peut peut-être les sauver d'une forme de faillite, hein. Mm. Donc, Et donc comme vous dites dans votre livre, c'est en tout cas dans le cas pour les livreurs, c'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose finalement de devoir continuer à travailler parce que certes l'emploi n'est pas optimal et en même temps ça reste un emploi et c'est ça ou rien. Donc d'un côté tant mieux qu'on continue à faire appel à vous et voilà, ouais, la ouais, ouais, bien situation. sûr. Après, il y a un moment où je dis, est-ce que c'est mieux que rien? Est-ce que Voilà, rien serait mieux? Et je conclue en disant que mieux serait mieux, quoi. Donc, oui, c'est sûr que c'est mieux que rien. C'est sûr que rien, ce serait pas mieux. Mais bon, est-ce qu'on peut se satisfaire quand même de ça? Moi, je pense que non. Enfin, je pense que c'est à la société, en général, d'y réfléchir et de se dire, est-ce qu'on veut une société à deux vitesses? Parce qu'en fait, moi, c'est ça une des conclusions aussi de cette enquête, c'est qu'on arrive vraiment dans une société à deux vitesses où il y a les gens qui vont avoir un vrai travail, qui vont être salariés, qui vont être sûrs d'avoir une paye, qui vont avoir des congés, qui vont avoir une compensation s'ils tombent malades, s'ils peuvent pas travailler, qui vont avoir des arrangements comme on le voit en ce moment avec le télétravail, hein. Les gens qui sont salariés, bah, ils continuent à toucher leur paye, ils s'arrangent, ils font du télétravail. Voilà, ils ont une forme de sécurité de l'emploi, quoi. Et une deuxième couche de la population qui va être les ubérisés, quoi, qui eux vont être un peu la marge de manœuvre de quand il y a du boulot, ils vont avoir du boulot, quand il n'y en a plus, ils vont devoir changer de boulot, quand il n'y aura rien, bah, il n'y aura rien, et ils vont pas de SMIC aussi quand même, on n'a pas parlé de ça, mais il y a quand même pas de salaire minimum, quoi. Donc on va avoir des gens qui vont travailler en dessous du salaire minimum. Et donc, pour moi, on a vraiment une sorte de société à deux vitesses, quoi. Alors, je me semble qu'on est quand même dans un pays pour lequel la justice sociale est une valeur importante. Et l'égalité, hein, c'est quand même dans notre trio de tête, hein, égalité, fraternité et Liberté. liberté, merci. Et donc l'égalité est un peu bafouée quand même par l'ubérisation. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Alors c'est voilà, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont toujours être contents, qui vont dire voilà, bah, on a du boulot, faut pas cracher dans la soupe, c'est mieux que rien. Mais bon, il y a quand même voilà, une partie des gens qui sont pas contents. Et puis je pense que même en tant que client ou même en tant que citoyen, c'est à tout le monde d'y réfléchir et de se dire est-ce qu'on veut vivre dans un monde vraiment séparé en deux, quoi. Tout à fait. Et pour conclure, je vais simplement reparler une seconde de ce film dont je parlais tout à l'heure, Effacer l'historique, mais parce que alors la dernière scène du film, c'est un petit clin d'œil, mais en fait, on voit comme ça un drone qui se balade dans les airs et en fait qui fait une livraison pour une entreprise type Amazon. Et donc c'est quand même bon, c'est une scène ironique évidemment pour le film, c'est une ouverture un peu critique. Vous Mm. voyez comment du coup l'avenir du travail, ce serait plutôt un travail comme ça de la machine et de l'algorithme jusqu'au bout, où on pourra même à terme se passer des personnes pour livrer, ou est-ce que vous le voyez plutôt comme on en parlait tout à l'heure de la note vraiment optimiste de ces petites entreprises qui, elles, au contraire, réhumanisent le travail, qui font du local et voilà, qui sont au contraire une valeur humaine largement ajoutée. Mm. Alors, il y a comment moi je souhaiterais le voir et puis comment je pense qu'il va être. Bah, exactement la même chose. Peut-être que les deux peuvent cohabiter aussi, hein, mais je Voilà, laisse. je pense que effectivement il y aura une cohabitation des deux. Je pense qu'on peut pas, qu'il va y avoir des voitures autonomes, qu'on le veuille ou non.
Va y avoir des drones, comme vous le dites, qui livrent des gadgets, des repas. Enfin, il y a déjà Uber qui est en train d'essayer des drones. Je ne sais plus où j'en parle dans le livre. Il y a vraiment des essais qui sont en train de se mettre en place dans une ville aux États-Unis. D'accord. Voilà, on va vers une automatisation du travail, hein, d'une manière générale. Et il y a de plus en plus de choses qui sont faites soit par des robots physiques, soit par des algorithmes. Donc, aller contre la marche du progrès, c'est compliqué. Je ne dis pas que je suis pour ou que je suis contre, mais ça, on va y aller, quoi. Enfin, il se trouve que le monde aime le progrès et qu'il y a une sorte de fascination pour la technologie qui est pas totalement encore éteinte. Alors, j'ai l'impression de voir quand même de plus en plus de critiques, de gens qui réfléchissent. Voilà, on le voit par exemple sur la 5G, il y a quand même pas mal de voix qui se lèvent en disant est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller toujours plus vite, toujours plus connecté voilà, et puis on a un gouvernement qui va nous dire c'est pas un débat. Enfin, c'est quoi la phrase le modèle Amish n'est pas un modèle. Hein, voilà, c'est ce qu'il a dit notre président. Donc bon, cette espèce de truc, soit on est des Amish, soit on est des transhumains, quoi. Alors bon, j'espère qu'il y a quand même un modèle entre les deux. Il y a des initiatives qui peuvent être vraiment à mi-chemin, qui se voient. Enfin, comme pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui ont voulu se mettre à télétravailler au vert. Il y a des entreprises qui commencent à surfer un peu en fait, qui proposent de nouvelles propositions. Et j'avais vu, par exemple, une entreprise qui proposait des vannes aménagées avec une connexion Wi-Fi tout terrain. Ah Et ouais. comme ça, les personnes peuvent aller à la mer, à la montagne, aller vivre au vert et tout en continuant à faire un travail alors de cadre ou d'entreprise ou je ne sais quoi. Mais voilà, alors là, c'est vraiment l'extrême, les deux extrêmes qui sont réunis en une même proposition. Bah ouais, ouais, moi c'est ce que j'ai choisi. Moi j'ai acheté un van aménagé et je suis en train de me balader. Enfin là je suis à Paris, mais je retourne me balader en France pour vivre plus près de la nature. Donc voilà, moi je crois à ce retour à la nature, je crois à cette connexion avec la nature qui est en train de disparaître. Et bon, là, il y a une partie des gens qui disent que cette histoire de pangolin, de virus, c'est parce on aurait détruit tous les habitats sauvages et que le pangolin serait trop près de l'humain et que le virus se serait répandu. Bon, après tout ça, on n'en sait pas grand-chose. Mais en tout cas, là, pour en revenir au modèle de l'ubérisation, je pense que oui, effectivement, il faut développer des petites structures plus locales, plus responsables, et qu'il y a toute une mouvance qui va dans ce sens-là, effectivement, d'avoir une consommation plus régulée, plus respectueuse de la nature, de nos ressources, de nos déchets, et que tout ça prend de l'ampleur. Alors, peut-être en France, peut-être que dans certains milieux intellectuels, de gens qui ont les moyens aussi de pouvoir faire ces choix-là. Donc, je pense qu'il y a vraiment une sorte de lutte hein, qui va se mettre en place entre cette espèce de modernité et d'énormes entreprises qui vont continuer à essayer de prendre de la place et puis des gens qui vont essayer d'avoir une manière plus responsable de consommer, de produire, et que bon, tout ça n'est pas non plus tout blanc, tout noir. Il y a des fois, on peut faire appel à un petit producteur et manger bio, et puis le lendemain, on peut commander Deliveroo. Hein. On a aussi tous nos contradictions, nos paradoxes. Faut apprendre à vivre avec et essayer de tirer tout ça vers le mieux, je Bien dirais. sûr, très bien. Et ben, merci beaucoup pour cette réponse et puis pour tout le temps que vous nous avez donné. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez rajouter ou pour vous tout était clair du coup? Non, 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 tout est clair. Bah, je tiens à vous remercier aussi pour votre enquête que vous avez fait sur le sujet et sur le travail que vous avez fait sur mon livre et puis vos questions, très bien, très bonnes questions. Et Ah j'ai ben, passé un je très vous bon remercie. moment avec vous. C'était vraiment avec plaisir. J'espère que ça aura intéressé du monde. Je vais remontrer la couverture du livre, je vais rappeler son titre. Donc, c'est L'exploitation à la cool dans l'enfer de la livraison à vélo. Donc, publié chez Stock, mais vous pouvez le réserver et venir le chercher au drive de la médiathèque Elsa Triolet et Aragon. Voilà, et bien, Jules Salé, encore un grand merci Merci à vous. et à bientôt peut-être. Bah, Et avec bon plaisir. courage aussi dans vos... Oui, c'est une dernière chose que je voulais vous demander, donc c'est vos projets à l'avenir. Donc là, vous nous dites que vous faites justement des ateliers dans les médiathèques, des ateliers cinéma auprès des ados. Donc Ouais. là, c'est votre projet pour les mois à venir. Voilà, je fais ça. Enfin, je fais ça un peu je fais ça à mi-temps. En gros, à mi-temps, je suis sur Paris, donc je fais des ateliers cinéma dans les médiathèques où j'apprends aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs
qui veulent venir, à faire du montage et à filmer et à monter avec les téléphones portables. Et donc voilà, donc j'utilise la technologie aussi, mais pour apprendre aux gens à comment comprendre une image, comment sont montées des images, comment fonctionne le monde de l'audiovisuel et comment utiliser les smartphones comme outil créatif. Mm. Et du coup, l'autre partie du temps, donc, je suis en vadrouille dans un camion aménagé qui est dans le Jura en ce moment. Et je vais à la rencontre d'éco-villages, de constructeurs de cabanes, de lieux participatifs. Et j'essaye d'écrire un deuxième livre. Ah, parfait. C'était ma Voilà. prochaine question. Ouais, bah, j'essaie d'écrire un livre sur ce voyage et notamment un des sujets, c'est les contradictions, comme je vous disais tout à l'heure, le fait qu'être tout blanc ou tout noir, c'est compliqué et que parfois on est attiré par des mouvements qui vont être plus justes et plus éthiques et parfois on est attiré aussi par une consommation confortable que nous permet toute cette technologie-là, quoi, ce rapport à la technologie. Bon, je raconte notamment que je suis en permanence sur Google pour savoir où je dois aller avec mon itinéraire. Je suis complètement fliqué par Google, mais que je suis à moitié à poil au milieu de la nature, dans mon camion. C'est histoire de retour à la nature en étant toujours un espèce de citoyen connecté, de citadin connecté, cette espèce de paradoxe qu'il peut y avoir, cette ambiguïté qu'il peut y avoir entre nos désirs voilà, d'un monde meilleur et nos attaches à ce monde capitaliste dans lequel on est encore, quoi. D'accord. Ah bah, ça va être super intéressant. On a hâte de lire quand il sera publié. Ouais, j'espère. Déjà, il faut que je le finisse. Oui, oui, on vous laisse le temps. Très bien. Merci. Et bah, écoutez, un grand merci encore pour cet Bah, merci entretien et pour le beaucoup. temps que vous nous avez consacré. Ouais. Bah, merci pour l'invitation. C'était un grand plaisir de parler avec vous. Avec plaisir. Et au revoir et au revoir à tous les auditeurs, lecteurs. À bientôt à la médiathèque. Au Au revoir à revoir. tout le monde.